Bonjour à tous, bonjour Morgane et bienvenue pour ce 39e épisode d'Art et Caméra. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Oui, on est ravis, à peine peut-être 10 jours je crois après le précédent épisode, on est déjà de retour. Quasi une semaine, hein, enfin je sais pas, une semaine, 10 jours, on est très proche. En tout cas, Morgane, c'est un épisode placé sous la canicule, la langueur, la chaleur, il fait extrêmement chaud. Tu me vois transpirer et je reprends mon souffle à chaque mot en fait. C'est pour ça qu'il est en ce moment même important d'aller au cinéma plus que jamais. On sait jamais ce qui va se passer de toute façon avec les législatives qui arrivent bientôt. Mais il y aura peut-être plus de cinéma. Hein. Bah qui sait, non j'espère pas. Mais pour ce qui est de la validation des films, bref, ça annonce des heures sombres. Tiens, d'ailleurs, il y a peu, Morgane, notamment en préparant ce podcast, ça n'a rien à voir, mais j'ai vu qu'en Italie, c'était justement Giorgia Meloni, là, qui est à l'extrême droite, elle avait licencié le directeur de l'équivalent du CNC là-bas. Ouais, j'ai vu passer ça, ouais. Bref, ça augure pas des jours très bons, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, pour lutter contre la canicule, et si on n'a pas de climatisation comme nous, le meilleur moyen, ça reste d'aller au cinéma. D'autant plus que, effectivement, l'épisode sortira juste avant, ou alors c'est demain, je crois que ça commence, la fête du cinéma, pas de la musique du cinéma, avec, je crois, c'est 5 € la place. Donc, oui, n'hésitez pas à aller au cinéma. C'est vrai, Morgane, que la fois précédente, c'était aussi à ce tarif-là, mais il n'y avait pas tant de gens qui étaient allés au cinéma. Là, ça va sûrement changer, je pense, avec le programme qu'il y a. Ah oui, bah effectivement, justement, des films dont on va parler aujourd'hui même, il y en a un qui cartonne, mais fou quoi, en salle. Les premières semaines du film, c'est déjà 2 millions, on parle de Vice Versa 2 évidemment. On avait déjà un peu, d'ailleurs je crois, spoilé la semaine dernière, parce que le film cartonnait, il était sorti dans le monde et aux États-Unis. Et là, il est sorti en France, et oui, effectivement, il confirme ce qu'on avait vu à l'étranger. En France, c'est 2 millions d'entrées en une semaine. C'est déjà le plus gros score de l'année. Et il y a d'autres films qui vont sortir. Et effectivement, tu m'avais interpellé quelques jours avant au sujet de Le Comte de Monte Cristo. Le film, il sort bien demain, en fait. Enfin, vendredi, demain. Oui, tu vois, il sort vendredi. Mais oui. Pourquoi il sort un vendredi et pas un mercredi comme tous les autres films ? J'ai vu passer un article, j'ai pas eu le temps de cliquer dessus. C'est vrai que ça aurait été intéressant de savoir pourquoi, mais je pense que c'est lié à la fête du cinéma. Je vais pas faire des hypothèses un peu farfelues, mais je pense que c'est lié à ça, ouais. En tout cas, si ça booste les entrées du Comte de Monte Cristo, tant mieux, parce que nous, après tergiversation rapide, cela dit, on ne le chroniquera pas. Non, voilà, le choix s'est fait entre ça ou je crois que c'était le Lantimos pour des films à la durée plus ou moins équivalente. Finalement, on a choisi le Lantimos. Ce qui permet d'annoncer le sommaire de l'émission. Donc, on va démarrer par The Bike Riders de Jeff Nichols. On va parler, comme Morgane l'a dit, de Vice Versa 2, dont je ne me rappelle plus du réalisateur. De Kelsey Mann, ouais. Merci. De Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. Et on va conclure parce que c'est une habitude à Art et Caméra. Art et Caméra, le seul et unique podcast de la France entière qui chronique absolument tous les films, je dis bien tous les films, qui sortent de Hong Sang-soo. Et vu qu'il y en a 3 à 4 par an, ça fait un paquet. Donc, on va aussi parler du fameux film flou In Water. D'ailleurs, on risque de changer le nom d'Art et Caméra et appeler ça Art et Hong Sang-soo, un truc comme ça. Non, on va éviter. C'est parti. Cela faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles du réalisateur américain Jeff Nichols, l'homme providentiel du cinéma indépendant américain des années 2010, on le connaît pour Take Shelter, Mud, Midnight Special et Loving pour son dernier, n'était pas réapparu depuis 2016. On le retrouve donc avec The Bike Riders et un casting plutôt costaud, avec un habitué d'abord de tous ses films, Michael Shannon, mais aussi pas moins que Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy ou encore Norman Reedus. Morgane, ton résumé ?
Dans un bar de la ville, Cathy, jeune femme au tempérament bien trempé, croise Benny qui vient d'intégrer la bande de motards des Vandals et tombe aussitôt sous son charme. À l'image du pays tout entier, le gang dirigé par l'énigmatique Johnny évolue peu à peu. Alors que les motards accueillent tous ceux qui avaient du mal à trouver leur place dans la société, les Vandals deviennent une bande de voyous sans vergogne. Benny devra choisir entre Cathy et sa loyauté envers le gang. Alors, The Bike Rider, c'est l'adaptation d'un livre écrit par un journaliste. Je me rappelle absolument plus, Morgane. J'ai le nom, Danny Lyon. Ah ben, merci, qu'il a écrit. Et je pense que c'est à la fois une qualité et un défaut du film. C'est-à-dire qu'en termes de qualité, c'est que ça a un aspect qui se veut quasi documentaire. Donc voilà, pour les gens qui, comme c'est mon cas, mais ton cas aussi, je suppose... Enfin, ces groupes de motards qu'on connaît pas forcément, là, on a l'impression de rentrer un peu plus dans leur intimité. On voit comment ils se comportent, quels sont leurs codes, en fait. Comment, en tant que groupe social, ils se définissent un peu par rapport aux autres. Et en même temps, quand je dis que c'est un inconvénient, c'est que pour moi, j'aime beaucoup Jeff Nichols, mais je considère que c'est un de ses films les moins réussis quand je regarde rétrospectivement par rapport à ce qu'il a fait. On va rentrer en plus dans les détails, Morgane. Hein. Mais je dis ça parce que, justement, c'est peut-être parce que c'est adapté d'un livre écrit par un journaliste, mais j'ai eu plus l'impression de voir quelque chose de l'ordre du reportage du luxe qu'un vrai morceau de cinéma. Alors en fait, je pense que même pas un de ses plus moins réussis, je pense que c'est son film le moins réussi. C'est d'autant plus dommage qu'on attendait son retour avec impatience. Comme tu l'as dit, c'était un des cinéastes américains du cinéma indépendant les plus effectivement remarquables. Il y avait une mode de Jeff Nichols dans les années 2010 et là ça fait 8 ans qu'on l'a pas eu. Ouais, alors c'est assez marrant parce qu'en fait Jeff Nichols, pour ceux qui connaissent pas, parce que effectivement il y a peut-être des nouveaux cinéphiles qui ont commencé à s'intéresser au cinéma en 2017-2018 et déjà à ce moment-là Jeff Nichols est un peu... il y a eu Loving en 2016 mais ensuite, il n'y avait plus rien. Et Jeff Nichols, il a commencé, je crois, en 2007 ou 2008 avec Shotgun Stories, un film avec Michael Shannon déjà à l'époque, sur une famille qui se déchire. En fait, apparemment, Michael Shannon est dans tous ses films. Oui, bien sûr. Une famille qui se déchire. Il y a deux familles qui s'affrontent, c'est ça, pour une histoire de terrain dans l'Amérique du Midwest ou l'Amérique profonde du Sud. Et en fait, Jeff Nichols, c'est un peu ça, sa marque de fabrique, c'est les espèces de types qui vivent effectivement dans une Amérique qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment dans le cinéma à Los Angeles ou New York. Voilà, c'est le style qu'on peut, enfin en tout cas le genre, on va dire entre guillemets, ou le courant dont fait partie Jeff Nichols, c'est le Southern Gothic, c'est le espèce de alors le gothique, c'est pas le gothique à prendre dans le genre anglais, mais voilà, c'est ce côté un peu effectivement de la nature américaine, notamment du sud, mais le Midwest ça rentre aussi dedans, avec cette espèce de côté très plane, tu vois, genre les grandes plaines avec les routes, aussi les forêts, ce côté un peu poisseux. Un genre parfois d'ailleurs, Morgane, pardon je te coupe, matinée de fantastique, enfin pour le coup Midnight Special c'était ça, là c'est pas le cas. D'où vient le côté un peu gothique du Southern Gothic, enfin le film emblématique c'est La Nuit du Chasseur de Charles Houghton. Donc voilà, c'est un peu dans cet esprit-là que son cinéma a navigué, même s'il était plus réaliste que les autres. Enfin après, il faut voir quand même Take Shelter, qui est quand même un film avec des catastrophes naturelles, et donc Midnight Special avec un peu de science-fiction. Mais là, on retourne donc dans quelque chose de plus, effectivement, plus proche du réaliste, de documentaire, je sais pas, parce qu'il y a quand même un travail de l'image, il y a aussi une narration qui est très... alors, tu vas peut-être raison à ce niveau-là. En fait, il y a un scénario, Morgane, qui effectivement est pas proche du documentaire, mais disons que pour moi l'approche elle colle peut-être trop à la reconstitution. C'est ça là où je veux en venir. Effectivement, le livre en fait c'est un livre surtout de photos avec des entretiens à l'intérieur, et effectivement la forme du film c'est des entretiens qui guident la narration du film. Donc effectivement le problème de ce film peut-être c'était peut-être une erreur de la part de Jeff Nichols de suivre ce type de narration-là, qui est celle du livre, même s'il essaie quand même de mettre en place quelque chose d'assez... Enfin, je pense que l'idée, c'était quand même de dynamiter un peu un film qui aurait pu être un peu trop lénifiant, trop
oui, trop chiant, on va dire, avec son, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, hein, on va se dire, enfin, on va en parler de ça, je pense, juste après. Mais voilà, l'idée c'était de donner avec des espèces d'aller-retour à la fois dans le passé, parce qu'en fait, ce qui se passe dans le film, c'est que il y a deux dates clés, il y a les 67 et 71, je crois, ou 73, en tout cas c'est 67, 60, après 70, et on a Cathy qui fait la narration du film, et qui est donc la femme qui tombe amoureuse de Benny dans le gang de motards, et qui va ensuite rentrer dans ce milieu-là. Qui en fait parle à ces deux moments clés, donc il y a une bascule en fait à chaque fois entre ces deux moments dans le film où on essaie de se dire en fait c'est Cathy qui se souvient de ce moment-là, mais c'est par rapport à 67, et Cathy qui se souvient de ce moment-là par rapport à 70, et effectivement son regard change sur le groupe où elle est, et c'est intéressant au début, mais ensuite à mesure que le film il avance, les enjeux sont pas très intéressants jusqu'à une espèce de rebond vers la fin. Mais voilà, je pense que tu veux peut-être donner ton avis à ce niveau-là. Je pense que le problème, c'est effectivement ce type de narration, quoi. Bah, le manque d'enjeu, oui, mais juste pour revenir sur l'aspect documentaire, justement, bah, pour avoir lu un petit peu Morgane sur le film, j'essaie de trouver les mots en fait qui me permettent de définir pourquoi j'ai du mal avec. Et on en avait parlé, toi et moi, en off, mais là, je le redis. En fait, je trouve que tout ça fait extrêmement toc. Mais tout, je veux dire des choix des acteurs, à la direction des acteurs, à la manière dont ils jouent, à l'histoire, au côté vraiment reportage. Enfin bon, c'est un film tourné à la pellicule. Voilà, c'est très bien, c'est toujours très bien tourné à la pellicule. Et là, je comprends d'autant plus pour un film qui se passe à la fin des années 60, début 70. La photo est très belle, il n'y a aucun problème. Mais en fait, dans l'ensemble, ça participe au côté toc. Et autant, je l'ai toujours dit, et donc je le redis, je radote, je n'aime pas critiquer un film pour ce qu'il n'est pas. Mais là, pour ce qu'il est, pour le coup, il y a eu, je l'avais vu sur les réseaux sociaux, et je le comprends, il y a eu une petite polémique sur l'accent de Jodie Comer. Ah oui, j'avais pas vu cette polémique. Tiens. Bah, une micro-polémique, pas quelque chose de gros, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé en regardant le film. C'est que j'étais un peu, je dirais pas mal à l'aise, mais ce qui m'a vraiment empêché de rentrer dans le film, c'est de vouloir comme ça forcer, absolument forcer, mais vraiment l'enfoncer, de forcer le réalisme. Et ça se sent justement, je trouve, l'un des exemples édifiants de ça, c'est ce fameux accent, Morgane, chez Jodie Comer, ou Comer. Je devrais arrêter de dire Comer parce que je pense Comer, mais à chaque fois j'ai tendance à dire Comer, c'est insupportable. Mais bref, non, quand je dis son accent, c'est que c'est une grande actrice. Ça se voit, ça se sent, elle est très douée, c'est pas du tout le problème. Mais là, en fait, on sent qu'elle veut tellement bien faire qu'en fait, elle prend, voilà, en venant de Liverpool, elle prend cette espèce d'accent comme ça, très justement États-Unis, on va dire, entre guillemets, Southern Gothic, c'est-à-dire, je veux dire, en fait, on a l'impression que c'est Jodie Comer qui parle comme Matthew McConaughey, mais qui vient de Liverpool. Et donc, ça donne... Tu vois ce que je veux dire ? Ça donne un résultat extrêmement bizarre et complètement anti-naturel. Et pareil, en lisant donc sur The Bike Riders, j'ai vu que la maquilleuse du film, dans un de ses projets, il y avait le fait... Vraiment, ces déclarations, c'est dit comme tel. Il y a le fait d'enlaidir ces acteurs principaux parce qu'ils sont trop beaux pour jouer dans le film. Et là, tu vois, je me dis, il y a quelque chose qui coince. Quand t'as la maquilleuse qui déclare, et c'est censé être vu comme quelque chose de sympa et d'original, qu'un de ses boulots, ça a été d'enlaidir Jodie Comer et Austin Butler, il y a peut-être un problème de comment dire, même pas de choix d'acteurs parce qu'ils sont bons, mais un problème de projet. En fait, pourquoi prendre des acteurs qui, et c'est tant mieux pour eux, ressemblent à des mannequins pour jouer des gens qui sont, pardon, mais des pécores, des rustres, des gens de classe moyenne très modestes. Je veux dire, finalement, des ouvriers ou des employés de service dont le seul moyen d'évasion est de s'éclater via la moto. Tu vois, quand je dis que ça sonne faux, il y a tout cette espèce de truc qui me dégoûte. En fait, ça me dégoûte un peu. C'est-à-dire de gens extrêmement beaux, extrêmement riches qui jouent quelque part à singer le pauvre boug là au fin fond des États-Unis. Voilà, tout ça, je sais pas, il y a une intention là-dedans qui me convient pas au final. Et donc, juste pour
ensuite arriver sur les enjeux, ça m'étonne pas au final, Morgane, que les enjeux, on les sent pas bien dans le film. Parce que déjà, il y a tout ce côté qui fait toc. Mais comment tu veux arriver à créer de l'enjeu et de la force émotionnelle quand tout le monde fait à ce point semblant? Pour moi, ça peut pas marcher. Et par rapport à ça aussi, encore une fois, on en revient aux sources du projet. Le projet, c'est une adaptation d'un livre qui est un reportage photo. Je le dis en peu de mots. J'ai pas lu le livre, mais on va dire un reportage photo de qualité. Personne ne nie ça. Mais c'est compliqué, je trouve, d'inventer, on va dire, que ce soit des enjeux dramatiques, scénaristiques, sur une base qui se rapproche du reportage. Parce que, au final, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est juste l'histoire, à un moment donné, de ces gens-là qui sont dans un groupe de motards et qui s'éclatent. Et après, petit à petit, ça sombre un peu dans la délinquance et dans une zone grise. Il n'y a pas vraiment d'enjeu là-dedans. C'est compliqué, je trouve, à raconter et à faire tenir dans quasiment 2 heures. L'enjeu du film, il existe en soi dans l'idée que, je vois ce que veut montrer Jeff Nichols, c'est comment en fait toute cette vague de gens qui pensaient en fait se libérer de leurs conditions, parce que c'est des gens qui galèrent, c'est des gens qui à ce moment-là, dans les années 60, c'était juste avant la contre-culture. Mais tu vois ça, pardon Morgane, on le voit pas vraiment la galère. Non. En fait, le film et le problème du film, c'est que effectivement, on voit pas ce qu'ils font à côté. Ils sont dans leurs espèces d'utopie où ils s'éclatent, ils boivent de l'alcool, ils font de la moto, ils se tapent contre d'autres gens, mais tu sens que au début c'est un peu bon enfant avec d'autres groupes. Avant que ça parte en cacahuète. Mais effectivement, on voit pas. Alors c'est dit parce qu'il y a Johnny Comer qui dit. Alors c'est tous des glandeurs en soi et ils squattent chez elle, sauf Johnny qui lui a un métier. Et les autres, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas d'où vient l'argent, etc. Effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé de documentaire, mais en même temps, le film il occulte quand même une grosse partie qui est très réaliste de en fait comment ces gens font pour vivre. Et effectivement, c'est vrai que tu as raison, le film veut montrer des gens qui utilisent la moto, le club qu'ils ont créé pour se libérer de ce qui ne va pas à côté. C'est dommage qu'on ne voit pas ce qui ne va pas à côté, c'est un peu un problème. Et tout se fait sous le prisme de Benny qui lui est une espèce de tête brûlée qui effectivement lui c'est pas parce que il galère dans la vie, je pense c'est juste sa passion, c'est la moto, il ne faut voir que comme ça. Donc en fait tout le film suit le prisme de Benny et donc de Cathy via son amour pour lui et lui effectivement ses problèmes ne sont pas des problèmes financiers ou je ne sais pas, alors si il en a effectivement, mais voilà, disons que lui il a plus, je dirais, des problèmes de l'ordre de... c'est un solitaire, c'est un mélancolique, ouais. C'est quelqu'un qui... Mais là aussi, je trouve, c'est pas très clair. C'est Benny, on sent que c'est un personnage... c'est un homme qui, en même temps, veut pas montrer ses faiblesses émotionnelles. Je veux dire, comme un homme, on va dire, élevé depuis son enfance dans, on va dire, des valeurs de virilité, de droiture, etc., etc. Et qui, du coup, veut pas non plus vraiment s'attacher aux gens parce que il a peur de le regretter. Mais même ça, je trouve que tout ça, c'est, on va dire, cet arc-là, et d'autant plus parce que, effectivement, Morgane, tu as raison, c'est le personnage principal. C'est vraiment mal amené, mal raconté. Et en fait, sur le même sujet, dans cette année, il y a eu Iron Claw qui a tellement mieux raconté. Oui, effectivement. Tu vois, je veux dire, approcher ce que ça signifie que d'être un homme avec des valeurs contradictoires et en même temps, comme je le disais, un empêchement au niveau de l'expression de ses émotions. Oui, tout à fait. Après, moi, je pense que le problème du film, c'est que le personnage principal sur lequel il aurait dû se focaliser, c'est Johnny et pas Benny. Parce que Johnny, effectivement, c'est l'arc narratif, si on peut dire ce terme, le plus intéressant du film. C'est celui qui a la valeur la plus mélodramatique, la plus intéressante, même les meilleures scènes du film. Déjà, on voit qu'il a créé le club parce qu'il est devenu fan de moto en regardant sur les quais avec Marlon Brando. Et cette scène est attachante, il est assez marrant d'ailleurs. Tom Hardy, il joue très bien. Et justement, j'allais en revenir après.
J'allais y venir après sur les accents pour dire ce que je pense de tout ça, qui est un peu différent de toi, Julie, je pense. Mais voilà, il y a ce côté attachant, le fait que tout le club qui monte, qui évolue avec ce qu'ils appellent comment ils appellent ça d'ailleurs, c'est des espèces d'appendices du groupe un peu partout. Des chapitres. Des chapitres, ouais, c'est ça, des chapters, comme il dit, qui ouvrent un peu partout, mais du coup, lui, il n'a plus de contrôle de tout ça, et en fait, ça lui revient dessus parce qu'il avait mis en place des règles qui sont assez bêtes, et qui vient en fait de son délire, enfin de son imagerie de cinéma qui imagine des moteurs s'affronter. Oui, et puis c'était des règles, Morgane, qui tiennent quand il y a 10-15 membres, mais effectivement, oui. avec un nombre plus gros, c'est d'autant plus compliqué à gérer, à contenir. La règle principale, c'est le chef, mais il a le droit à tout moment de se faire destituer s'il perd un combat à un main nue ou à coup de couteau. Et forcément, ce qui devait arriver, il se fait trucider. Mais voilà, cette figure-là de ce personnage qui est un peu à la fois ridicule, mais en même temps beaucoup plus émouvant en fait que Benny, par exemple. Je pense que c'est sur ce personnage qu'il aurait dû se focaliser, parce que finalement, l'enjeu qui démarre dans le film, vraiment, c'est à partir du moment où Benny s'en va. Et alors, pas encore au moment où il s'en va, mais au moment où il commence à avoir des envies où il lui propose justement de reprendre le club et que lui hésite, et voilà, c'est à partir de ce moment-là jusqu'à ce qu'il s'en aille et que Johnny se fasse trucider. Et c'est dommage d'avoir eu 1h15, 1h20 avant ça de film où c'est un peu... ouais, comme je disais, le terme lénifiant, c'est-à-dire on s'endort un peu avec une espèce d'absence d'enjeu, d'intérêt. Il y a des séquences assez marrantes, effectivement, parce que voilà, c'est ça que moi j'aime dans le film, c'est la partie la plus presque malgré le film. Je pense que Jeff Nichols en joue beaucoup. C'est en fait c'est le côté fanservice en fait du film. Ouais, fanservice, ouais. Non, mais t'as raison. De jouer avec le fait qu'il prend que des acteurs qui ont des têtes burinées ou des visages qui sont. Alors, à part bien évidemment le personnage de Austin Butler qui est un beau gosse, etc. Oui, qui ressemble à un poupin. Enfin, oui, voilà. C'est Austin Butler. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, Morgane, quand tu dis que c'était lénifiant, c'est parce que, pour le dire rapidement, en fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Jeff Nichols ? Il a voulu faire son film avec son James Dean, sauf que Austin Butler, c'est pas le calibre pour ça. Ah, mais complètement. Et tu as tout à fait raison. Je pense qu'il voit, comme beaucoup, je pense, voit en Austin Butler une sorte de James Dean, mais il n'a pas du tout en tout cas, il n'a pas les rôles qui vont avec, quoi. Alors, il était très bien dans Elvis. Mais voilà. Et en fait, t'as des acteurs qui sont incroyables. Je pense à Norman Reedus, à Michael Shannon aussi, qui est dedans, tu l'as dit, Tom Hardy, mais aussi plein d'autres acteurs qui sont pas forcément des stars du cinéma. Il y a, je sais plus, cet acteur qui joue dans tous les films de série B d'horreur, j'ai oublié son nom, que j'aime beaucoup, mais qui était révélé par Gaspard Noé dans Love. Oui, je vois qui c'est. Vous reconnaissez, vous reconnaîtrez cet acteur. Et voilà, tous ces acteurs, ils ont des drôles de tête, mais en fait, ils en font des caisses, et je trouve ça assez attachant au final. Il y a un truc un peu... je l'avais dit sur Twitter, c'est l'Avengers des acteurs qui cabotinent bien, en fait, parce que je trouve que ça cabotine bien et ça rend le film un peu... ça donne du charme au film, quoi. Je suis d'accord avec toi. Après, voilà, c'est un peu bête, j'ai l'impression qu'on en a fait le tour. Au final, j'ai pas grand-chose à ajouter sur ce film. Juste, en termes d'alchimie entre les acteurs, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais aussi, pour reparler de Austin Butler et Jodie Comer, moi, je trouve que Morgan, leur couple, j'y crois absolument pas, quoi. C'est un petit peu compliqué. Alors, c'est peut-être aussi... Parce que, et là pareil, c'est un choix qui me dépasse un peu, au final, quand on y réfléchit rétrospectivement, dans The Backriders, Jodie Comer et Austin Butler, qui sont quand même les deux rôles principaux, on les voit rarement ensemble dans la même pièce. Alors ça arrive, mais à l'échelle... ensemble, sinon, ouais. Oui, voilà. Ça arrive très rarement. Ouais. Il n'y a pas de moment d'intimité des deux ou pas. Parce qu'ils disent qu'ils se marient en quelques semaines après s'être rencontrés, mais on voit pas en fait ce moment-là. Et ce qui va intéresser Jeff Nichols, c'est de montrer comment leur rapport évolue, mais dans la communauté. Et effectivement, du coup, ça donne l'impression ils sont en couple, mais en même temps, t'as l'impression que c'est même pas ils sont en couple, ils sont mariés, mais ils sont là par convenance parce que ils s'apprécient, mais t'as l'impression que c'est un peu des meilleurs potes par moment, tu vois. Voilà. Et c'est assez bizarre. C'est un peu bizarre dans la mesure où Jodie Comer, qui est la narratrice en fait dont tu avais parlé et qui raconte un peu, quand je dis narratrice, quand elle raconte, finalement c'est
c'est quelque part l'historienne. Elle rend compte en fait de ce qui a traversé ce mouvement, comment elle en a été au cœur. C'est le témoin en fait de tout ça. Voilà, c'est exactement ça. Mais en fait, moi, je m'attendais à ce que, à la fin, quelque part, on comprenne pourquoi elle est restée avec Benny. Parce que la question, elle se pose pendant tout le film, c'est pourquoi cette femme reste avec cet homme qui la quitte pendant 1 an, qui n'est pas là quand elle manque de se faire violer, parce que c'est ce qui se passe à un moment dans le film, quand même. Hein. Ouais. Après, cette scène, elle n'est pas du tout... Enfin, tu dis quand même, elle est pas, elle est montrée de manière assez glaçante, quoi. Non, bien sûr, mais c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que quand on y réfléchit au film avec le recul, Morgane, je trouve que la pertinence, c'est bizarre d'employer ce terme-là, mais j'en vois pas d'autre, la pertinence de cette relation ne saute pas vraiment aux yeux. Enfin, une relation, quand même, quand on est amoureux de quelqu'un, on lui trouve quelque chose. Et là, on ne comprend pas, d'autant plus qu'elle est la narratrice dans le film, on ne comprend pas pourquoi elle reste avec. Ouais. Enfin, il y a quelque chose qui dépasse, je trouve. Alors, surtout que je crois que Jack Nicholson, il donne l'impression qu'il croit que cette histoire d'amour, c'est une espèce d'exemple de romantisme exacerbé et limite désespéré par moments, mais... ouais, non, on n'y croit pas du tout, c'est vrai. Et effectivement, moi je pense que c'est un désir un peu de Cathy de s'encanailler aussi, de rester avec Benny. Enfin, c'est un peu ma vision des choses parce qu'elle aime bien son côté un peu bad guy. Et après, non, un dernier point qui m'a un peu déçu par rapport au film, je pensais que, parce que en fait, tous ces mouvements de motards va créer ensuite des mouvements de motards qui sont les plus extrêmes et qui eux étaient beaucoup plus politique, en tout cas engagé politiquement, si on peut dire, on peut parler d'engagement, les Hells Angels et compagnie, qui étaient des groupes de motards de fachos en fait. Et le film, il y a des moments où effectivement c'est le personnage de Michael Shannon qui est une espèce de petit hirsute avec qui fait un peu peur, qui a l'impression. Oui, c'est le white trash de base. Ouais. Pour qui, dès qu'on dit gauche, enfin, il a des éruptions cutanées, quoi. Voilà, il supporte pas les gauchos comme il dit. Et donc ouais, c'est ce personnage qui maintient un peu ça, mais ça reste toujours un peu à la surface et un peu rigolo. Et c'est dommage parce que quand tu parles de vernis un peu documentaire, là, j'ai l'impression que c'est Jeff Nichols. Il dit oui, il est élu de cette question. Ça existe, mais moi je veux montrer le côté un peu. Ils sont cool, ils sont pas de droite, voilà. Donc on va montrer les blousons de cuir et compagnie. Quoi. Ouais, avant la fin de tout ça, de cette espèce d'utopie et de montrer que. Mais en même temps, c'est un peu de leur faute. Bon, ça, je veux pas le dire. Il dit pas que ça retombe comme ça. C'est aussi de la faute du groupe en lui-même. Tu vois, ça pouvait pas fonctionner. Donc le film, il est un peu le cul entre deux chaises et c'est dommage parce que on attend un peu plus d'un grand cinéaste comme Jeff Nichols. Après, c'est son retour aux affaires. Ça faisait 8 ans qu'il a pas fait de film. Peut-être que le prochain sera meilleur, j'espère en tout cas. Oui, et puis je crois, Morgane, que dans sa production, ça a été un peu compliqué parce que si je me rappelle bien, enfin si mes souvenirs sont bons, il devait faire Sans un bruit 1 et au final, il l'a pas fait pour faire ce film-là. Sans un bruit 1, c'est pas Sans un bruit 1. Pardon, c'est Jour 1, excuse-moi. Oui, c'est Sans un bruit, le troisième film, mais qui du coup est sorti, d'ailleurs c'est assez marrant, une semaine après Bike Riders. Et effectivement, de base, il me semble que c'était lui qui était associé à ce projet-là. Mais effectivement, c'est pas venu et il a fait Bike Rider. Et je pense que c'est pas plus mal. Oui, bien sûr. Je pense que ça lui aurait été plus moins positif pour lui parce que mine de rien, Bike Rider, ça ressemble quand même un peu à son univers, alors que Sans un bruit, peut-être pas. Alors peut-être qu'il aurait fait un truc génial, mais on ne saura pas. En tout cas. Même si Jeff Nichols ne s'est pas compromis avec The Bike Riders, on n'a pas été convaincu. On passe à Vice Versa 2. Près de 10 ans après Vice Versa, Pixar nous fait le coup de la suite qu'on n'attendait pas. Exit le génial Pete Docter à la réalisation, place à Jeunesse avec Kelsey Mann, dont c'est le premier long-métrage. Célébré un peu partout dans le monde, le premier film essayait de fictionnaliser et conceptualiser les émotions dans la tête d'une petite fille de 11 ans. Vice Versa 2 entend étendre et diversifier la formule. Est-ce que le pari est réussi ? On en parle après le résumé de Julie. Donc Riley, qui est désormais une adolescente, si vous avez tout bien suivi avec Vice Versa 1, doit débarquer à un nouveau lycée pour l'année scolaire suivante. Elle est passionnée de hockey désormais, elle est prête à faire ses preuves pour décrocher une place dans l'équipe phare de son futur lycée, mais en proie au doute et à l'incertitude, de nouvelles émotions comme l'anxiété, l'ennui, et l'envie aussi débarquent au sein du quartier général, mettant en danger celles qui sont déjà installées depuis son enfance.
Alors, Vice Versa, premier du nom, c'est pour moi un des meilleurs films de Pixar. Je pense qu'on peut le... Enfin, tu es d'accord avec moi? Oui, enfin moi c'est vraiment un des films. Enfin, je vais sortir les violons, Morgane, mais c'est un des films qui m'a le plus d'animation qui m'a le plus chamboulé ces 10 dernières années. Chamboulé? Ouais, enfin, j'ai adoré. Je veux dire, je fais jamais ça, mais je me rappelle sur les applis de notation de films, j'avais mis 10 sur 10. Enfin, 10 sur 10. Ah non, mais j'adore ce film. J'adore ce film. Enfin, je l'ai vu qu'une fois. J'ose même pas le revoir parce que déjà, la première fois que je l'avais vu, alors je me rappelle pour l'anecdote, je l'avais vu en famille. Et mes parents, en sortant du film, m'avaient dit... quand même, Julie, c'est un peu bizarre comme film, les émotions qui parlent et tout. C'est bizarre d'être dans la tête de quelqu'un comme ça. Et moi, j'étais révoltée. Enfin, j'avais trouvé ça... voilà, le concept, la manière dont il était réalisé, j'avais trouvé ça génial. Donc, Vice Versa 2, je l'attendais, mais je l'attendais pas trop non plus parce que... pour moi, l'enjeu, il était sur le 1 et là, je voulais pas avoir trop d'attentes. Effectivement, le problème de Pixar ces derniers temps, c'est que ils font des suites aux films qui, par le passé... Alors, il y a toujours eu des suites de Toy Story. Bon, ils en font un 5e, je crois. Déjà le 4 c'était pas forcément utile après le 3 qui était génial et effectivement le 4 c'était pas incroyable mais voilà, est-ce qu'on avait besoin d'une suite de Vice Versa? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on a besoin d'une suite de Wall-E? Peut-être qu'on en aurait une parce que j'ai l'impression, ou Ratatouille, effectivement ça pourrait être aussi un candidat parce que voilà, maintenant Pixar doit sortir peut-être deux films par an ou ouais c'est ça, quasiment 2 films par an en tout cas et du coup on a l'impression que entre des films qui sont originaux comme Élémentaire, on a aussi des films qui sont soit des suites, soit des films qui font partie de l'univers un peu étendu, parce qu'il y avait eu le film Buzz l'éclair, qui n'est pas un film Toy Story à proprement parler, mais qui est un film sur en fait le personnage qui inspire Buzz l'éclair, même si Buzz l'éclair en soi n'existe pas, c'est un personnage fictif dans une fiction, dans un univers partagé de Pixar. Voilà. Et même les films originaux dont on en a chroniqué quelques-uns ici à Caméra, Morgane, enfin Élémentaire, on en avait parlé toi et moi. Bon, c'était sympathique sans être transcendant non plus. Enfin, je veux dire, il y a eu Vice Versa 1 qui était génial. Il y a eu toujours, en fait, depuis Doctor, il y a eu Soul qui était génial et qui n'était pas sorti au cinéma d'ailleurs de mémoire. Non, c'était pendant le Covid. Il est sorti directement sur l'application Disney+. Mais voilà, avec... Oui, enfin, je veux dire, on va dire des choses que tout le monde sait, mais avec son éloignement et le fait qu'il soit plus aux manettes, bon, la qualité, elle a baissé, quoi. Mais il faut dire aussi qu'avec lui, la qualité était vraiment très, très haute. Ouais, après, globalement, Pixar, ça a toujours été de qualité pendant longtemps, à part quelques films, peut-être les Cars, mais je crois même... Enfin, ouais, non, c'est ça, ouais, les Cars, j'ai l'impression, rétrospectivement, il y a très peu de Pixar en dessous jusqu'à au moins Vice Versa. C'était 2015, donc il y avait peut-être eu avant Monstres et Compagnie 2 qui était pas terrible, mais voilà, bref, c'était pas aussi alarmant que récemment où effectivement on se rend compte qu'il y a soit une fuite des talents à Pixar, soit une envie de faire des films peut-être plus dans un côté un peu mercantile, on sait pas trop, mais l'idée de base de Vice Versa 2 n'est pas non plus aberrante. Effectivement, un personnage qui grandit a des émotions des palettes d'émotions qui s'agrandissent aussi, puisque ça se complexifie en tout cas. L'idée que quelqu'un grandisse, il y a tout un tas de nouvelles choses à affronter dans sa vie. Et effectivement, l'adolescence, c'est une période pivot. Et c'est vrai que moi, j'ai rigolé parce que ils ont mis que 4 nouvelles émotions, mais en vrai, à l'adolescence, c'est des émotions qui sont encore plus variées. Tellement. Là, ils ont mis embarras, ennui, envie et anxiété. Alors oui, ça fait peut-être partie des plus importantes, mais il y en a d'autres. Mais les personnages qu'ils introduisent, les nouveaux personnages sont plutôt sympas. Enfin, je veux dire, le design est marrant, notamment celui d'Embarras avec son espèce de... Enfin, ça correspond complètement en fait au type de personnage dans la vraie vie réelle auquel ça pourrait correspondre. Embarras, c'est une espèce de personnage un peu fort avec de l'embonpoint, point, un peu massif, et qui, dès qu'il a honte, ferme sa capuche et en fait, il y a son nez qui dépasse. C'est très marrant comme gag. Et l'ennui, par exemple, c'est un personnage qui est allongé la plupart du temps sur son téléphone. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il s'appelle vraiment l'ennui, même en anglais.
Oui, c'est vrai que la français VO, dans le texte. Voilà, tu voulais peut-être en parler. C'est Adèle Morgane. Exarchopoulos qui fait la voix, Oui. alors je ne sais sûrement pour la voix française aussi, mais pour la voix internationale. Et quand elle parle avec un très fort accent français. Je pense qu'elle le fait même exprès. Hein. On a dû lui demander de faire ça à Adèle Exarchopoulos. Et le personnage est très drôle. Alors voilà, des personnages qui sont assez intéressants, mais au final, j'ai l'impression qu'il y a surtout Anxiété qui phagocyte un peu toute l'intention du film. Parce que... C'est ça. Les autres, alors c'est aussi parce qu'on est sur 1h36 de film, mais c'est pas plus mal. On en parlera après pourquoi, parce que moi ça m'a épuisé, mais on détaillera Morgane. Ouais. Mais c'est vrai que là où tu as raison, c'est que tous les autres, à part Anxiété, qui ramassent tout, ils font quand même pas mal faire valoir. Bah, ils font un peu, comment dire, ils sont là, ils ont leur petit moment, mais c'est tout. C'est vraiment Anxiété qui est là pour prendre. Et le film tourne autour surtout de Joie versus Anxiété, parce qu'en fait, Anxiété reprend le lead comme c'était Joie qui avait le lead avant, et un peu Tristesse évidemment, qui était le personnage qui était important dans Vice Versa 1, qui a toujours sa petite importance, mais voilà, c'est pas. Qui est moindre. Mais moindre. Ça, à la limite, c'est pas grave, je trouve. Mais tu vois, quand on parle de personnages qui sont un petit peu accessoires, c'est pareil. Et je trouve ça dommage. Enfin, à ce compte-là, mettez moins de personnages, en fait. Moi, j'en voudrais pas au film, mais voilà, en 1h quasi 40, on peut pas tout raconter, on peut pas tout faire. Et là, il y a beaucoup de choses et beaucoup de personnages aussi, ce que je considère un peu comme un défaut, vu qu'on n'en fait pas finalement grand-chose. Mais quand ils sont justement joie, tristesse, dégoût, colère, etc. Et peur, oui, merci, il m'en manquait un. En prison, on a comme ça des petits personnages d'accessoires, tu vois. C'était un peu ce qui était dans le premier avec notamment l'éléphant, le personnage, l'ami imaginaire. C'est des personnages qui sont liés à la vie de Riley et qui ressurgissent. C'est notamment des personnages un peu honteux qu'elle a oubliés dans son inconscient, dans son subconscient même. Donc ouais, c'est une référence par rapport à ça, mais bon, 1 à 2 minutes, je sais pas, je trouve ça un petit peu dommage. Moi, il y a quelque part, j'allais dire, l'idée qui m'a le plus plu dans la manière dont est fait, on va dire, fabriqué même Anxiété, c'est que pour moi, Anxiété, c'est vraiment le patron de la start-up. J'ai trouvé ça assez extraordinaire qui peut se transformer en dictateur. Et on le voit à un moment, il y a clairement des références 1984, Big Brother, pardon, quand il est comme ça affiché sur un écran géant et qui dit à ceux qui sont en bas de lui de lui produire, on va dire, des dessins qui font état de perspective absolument terrifiante pour l'avenir de Riley. Enfin, on dirait, voilà, le patron qui fait bosser jusqu'à pas d'heure et qui dit tu me donneras ça pour demain, au final ça sert à rien, quoi. Et tout au niveau de Anxiété est comme ça. C'est un personnage que j'ai bien aimé parce qu'il est assez paradoxal, c'est-à-dire que c'est pas... En fait, c'est finalement pas un personnage qui est anxieux, Morgane. C'est-à-dire que c'est un personnage qui rend les autres anxieux, et en particulier Riley, vu que il est celui qui dirige tout. Enfin, pardon, je le genre au masculin, je sais pas si je fais bien, mais... c'est une femme, mais c'est un personnage féminin, mais... en tout cas, alors est-ce que c'est des femmes ou pas? Mais en tout cas, on a l'impression que dans les émotions, il y a des émotions qui sont féminines et des émotions plus masculines. Disons elle, alors. Mais donc, elle, en fait, elle est très sûre d'elle. C'est pas elle qui est anxieuse, c'est les autres qu'elle rend anxieux, parce qu'elle veut absolument imposer ses visions, ses visions des choses, ce qu'elle voit de l'avenir. Et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que là où Tristesse est globalement énormément triste, Joie est aussi quasi tout le temps joyeuse. Tout le temps optimiste, tout le temps positif. D'ailleurs, le film joue là-dessus. Complètement. Là, il y a vraiment une distance entre ce que... l'anxiété incarne et ce qu'elle fait aux autres. Et j'ai trouvé ça assez pertinent. Et aussi, comme je le disais, j'ai bien aimé la manière dont le personnage se comporte, qui pour moi ressemble typiquement à des avatars de notre époque. Enfin, pardon, mais Anxiété, c'est Macron dans le film. Ah ouais, tu vois oui, bien sûr. Enfin, je veux dire... et en bas, ça fait bosser McKinsey. Enfin, voilà, je veux dire, pour moi, c'est de ce niveau-là, tu vois. Ah, c'est marrant, je voyais pas ça comme ça, mais effectivement, tu extrapoles, tu rends presque le film mieux que de ce que la manière dont je l'ai vécu. C'est une grille de lecture, mais qui est pas du tout celle du film, tu vois. Mais voilà, c'est tout d'abord que c'est vraiment la partie que j'ai la plus appréciée, parce que le reste, le côté course-poursuite...
aller d'un point A à un point B. Alors, c'était déjà ça dans le premier. Bah, c'est ça, en fait, le problème. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est que c'était déjà ça, mais en mieux, en fait. Là, il y a moins d'idées. Là, c'est assez hystérique. C'est pas déplaisant, mais vraiment, qu'est-ce que c'est épuisant. Enfin, moi, j'en suis sortie lessivée de 7h40. J'ai pas détesté le film, hein, en le voyant. Il y a des scènes qui m'ont fait rire. Hein. Il y a des scènes qui m'ont un peu ému aussi, mais moins d'émotion dans le premier, moins rigolo que le premier aussi. Et effectivement, dans sa structure narrative, c'est quasiment ou presque la même chose que le 1, mais à chaque fois avec l'impression que c'est une version moins forte, moins puissante que ce qui était fait avant. Alors, il n'y a aucune prise de risque, Morgane. Après, voilà... C'est dingue, hein, il n'y a aucune prise de risque. Aucune. Après... je vais être un peu méchante, mais ça m'étonne pas de la part de Pixar et de Disney derrière aux manettes. Enfin, je veux dire, c'est le produit, le prototype pur made in Disney, quoi. Alors peut-être qu'ils ont envie de faire un 3e épisode avec le fameux secret, mais je pensais que par exemple le secret qu'on voit dans le film, parce qu'elle a un secret noir, on ne sait pas ce que c'est, mais ça se trouve c'est un truc choquant. Hein. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est un film pour enfants. Hein. Non, mais la manière dont il est complètement oblitéré, on est en droit d'attendre un 3e épisode qui se focalise là-dessus, parce que ça paraît très étrange d'en parler pendant 2-3 minutes d'un énorme secret et de rien en faire. Oui, parce qu'il les aide, et après on lui dit tu viens avec nous, il dit non, il faut que je reste caché, je sortirai au moment voulu. Enfin, donc on s'attend à ce qu'il sorte à l'épisode 3. Quand t'as fait une psychanalyse peut-être et que ça sortira. Qui sait. Non, mais tu vois, d'ailleurs, tu parles de psychanalyse, mais moi, je voulais rebondir, Morgane, sur le côté extrêmement... et c'est peut-être pour ça que j'ai pas accroché, extrêmement conventionnel du film. Parce que bon, dans le premier, c'était déjà un peu ça. Mais enfin, là, c'est vraiment... Enfin, comment dire, c'est vraiment correspondre en fait à ce qu'on attend d'une bonne citoyenne. Non, mais même d'une bonne citoyenne américaine. Enfin, je veux dire, c'est un peu triste à pleurer. C'est-à-dire, il faut correspondre aux attentes des autres et de la coach et des gens de son équipe. Et il faut dire qu'on aime des choses alors qu'on les aime pas et mentir, etc. On va me dire, mais non, t'as pas compris le film parce que en fait, tout le propos du film, c'est d'être authentique. Mais non, en fait, c'est pas vrai, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a pas. En fait, le problème du film, c'est pas finalement d'être... malheureusement, je trouve que là, c'est vraiment criant. C'est pas d'être fidèle à soi-même, c'est d'être comme il faut, dans une société bien comme il faut. Et rien que pour ça aussi, j'ai eu un petit peu de mal, parce que ça manque d'aspérité. Tu penses que c'était ça le message du film ? Bah non, mais c'est pas admis en tant que tel, bien évidemment. Non, mais bien évidemment. Pour moi, c'est pas ça le message du film, mais... Non, mais pour moi, à l'heure des réseaux sociaux, Morgane, c'est vraiment... il faut être le plus authentique possible pour être heureux dans la vie, mais on nous raconte un peu des salades. D'ailleurs, justement, tu parles des réseaux sociaux, le film oblitère complètement le principe des réseaux sociaux. Alors, exactement. On les voit faire des selfies, mais parce que c'est des ados, ou des pré-ados, en tout cas, si, oui, il y a des lycéennes notamment. C'est sûr qu'on va pas les voir sur TikTok, c'est pas le même pays. Non, mais il y a d'autres réseaux, ouais. Il y a Instagram, Snapchat, enfin même ils auraient pu créer un réseau social ils sont assez malins, on va dire, Pixar pour ils créent des villes avec des éléments, donc pourquoi ils créent pas un réseau social? Non, et je trouve ça assez bizarre, c'est à la fois assez authentique sur ce que ça montre de l'adolescence, le fait d'avoir des pressions, de devoir s'incruster dans des groupes, se normaliser en fait, avoir tout ce qui est aspérité, il faut l'enlever parce que c'est un peu ça l'adolescence, c'est de partager entre tout ça. Et le film te dit, alors moi je trouve que le film te dit quand même qu'au final il faut être comme on est, et même s'il le fait pas de manière très intéressante et de manière très tarte à la crème, très intelligent, très tarte à la crème au final. Enfin c'est dommage, c'est ce qui est devenu un peu Pixar, qui devient un peu du Disney, sans côté un peu malin, un peu oui mais, ou un peu singulier, un peu comment dire, avec de l'aspérité, et à côté, donc il y a ce côté un peu vrai, et à côté des trucs qui sont t'as l'impression que ça parle de choses qui étaient vraies il y a peut-être 20 ans, mais aujourd'hui la jeunesse elle a évolué, et je trouve qu'il y a une vision un peu boomer de tout ça, sans dire que le film passe complètement à côté de son sujet, mais voilà, la jeunesse c'est plus tout à fait ça, il y a d'autres trucs quoi. Mais bon, le film, justement on parlait de la partie qui se passe dans la tête de Riley, et je trouve que la partie qui se passe à l'extérieur dans la vie de Riley, pareil, ça manque de vrais enjeux, on la voit. Pour le coup, j'ai préféré ce qui se passe à l'intérieur qu'à l'extérieur, oui, voilà. Où là, tu vois, tu parlais, Morgane, de tarte à la crème. Enfin, c'est vraiment la série américaine conventionnelle. Oui, donc voilà, ça manque aussi de... Même visuellement, c'est pas très comment dire, abouti, je vais dire. Ça se passe dans un gymnase. Ça manque de variété. Oui, ce sont des endroits très fermés, des espaces clos, en fait. Ça se déploie à la fois dans une chambre, dans un bureau, dans une voiture...
Voilà, sur un terrain de hockey, vraiment des espaces clos. Ça manque de respiration. Ce sont des interactions de personnages avec des personnages, mais il y a pas de savoir-faire un peu visuel que peuvent savoir-faire justement que sait faire en tout cas Pixar. Et on a l'impression qu'ils ont tout mis. Alors, et c'est paradoxal parce que c'est pas vraiment passionnant, mais ils ont tout mis dans la tête de Riley. Et tout ce qui est externe, c'est des images, des choses qui sont là pour illustrer en fait les actions des personnages intérieurs. Mais sinon, ce n'est pas intéressant, quoi. Et je trouve ça dommage. Oui, je trouve que le film il est inabouti. C'est un peu ce que est Pixar depuis pas mal d'années, quoi. D'autant plus que, je sais pas toi, tu vas me dire oui certainement Morgane, mais je trouve que la fin était un petit peu attendue, c'est-à-dire que il y a vraiment le côté, je veux dire, on dirait un petit peu une dissertation de philosophie, c'est-à-dire c'est la thèse, antithèse, synthèse, tu sais. Donc la thèse, oui. C'est le soi de Riley quand elle était enfant, l'antithèse, c'est son soi adolescent, et en fait la synthèse, c'est qu'elle doit être les deux. Bon, bah super. Ouais, voilà. Non, mais c'est dommage, tu vois. Je veux dire, moi, je me serais attendue à autre chose, mais ça nous est présenté comme une espèce de... comme la perle dans l'huître qui vient de s'ouvrir, alors que c'est tellement peu de choses au final. On s'y attendait, tu vois. Mais après, je sais... J'en demande beaucoup. C'est un film Pixar acheté par Disney. Voilà, c'est vraiment une morale à la Disney. Mais c'est dommage. Je trouve que là-dedans, et c'est finalement ce que tu as un petit peu dit, Morgane, c'est à chaque fois que je vois des films de Pixar, si j'étais dramatique, je dirais que j'ai l'impression que c'est un petit peu de leur âme qui s'émiette au fur et à mesure des films, tu vois. Ouais, c'est ça. L'idée en soi est jolie. C'est l'idée qu'on est constitué de plein d'émotions et qui sont vouées à vivre ensemble, et c'est une espèce d'équilibre. Mais malheureusement, c'est fait dans une vision qui manque d'idées, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, le film, il y a des passages avec des idées qui volent dans une tornade. Je trouve que c'est assez marrant de montrer ça, et finalement un film qui reproduit ce qui était fait précédemment dans le film précédent. Et il y a aussi un peu un côté de tout ce qui est fait dans les derniers films de Disney, je pense, pardon, pas de Disney, de Pixar, je pense notamment à Élémentaire. Il y a quand même, j'ai l'impression que tous les films de Pixar se ressemblent de plus en plus. Je sais pas si tu as eu cette impression, mais je vois tous les derniers films. Mais tous les personnages même, oui, très les expressions, surexpressif, le côté hystérique, de plus en plus hystérique en tout cas. Alors qu'il y a quelques années, il y avait eu pendant le Covid, je crois, ou juste après, En Avant, qui était complètement différent, qui avait vraiment, qui jouait justement sur ce qu'on attendait du récit en lui-même, le côté un peu apprentissage, un peu geek aussi, parce que ça parle autour de tout ce qui est heroic fantasy. Et au final, pour aller vers quelque chose de profondément émouvant sur la perte du père, pareil, Coco, c'était le même principe. Et aujourd'hui, je trouve que depuis 3-4 ans, et même un peu avant, parce qu'il y avait eu tous les trucs pas terribles, notamment j'ai oublié le nom du film, Luca, qui se passe en Italie, c'était pas bien, Le Voyage d'Arlo, c'était pas bien, et il y avait vraiment tout ça aussi, et j'ai l'impression que c'est devenu un peu la norme maintenant à Pixar de faire des films qui, comme ils font plein de films à la suite, des films qui se ressemblent de plus en plus entre eux, alors qu'à chaque fois le nouveau film Pixar, c'était la découverte d'un nouvel univers, quelque chose d'original. Il y avait une attente très forte. Enfin, moi, mon attente vis-à-vis des Pixar, j'admets qu'elle s'est amenuisée vu ce qui est sorti ces dernières années. Oui, mais en même temps, tu regardes le film là, il cartonne, donc peut-être que nous, on n'est plus le public de Pixar. Peut-être qu'on est devenus des vieux cons. Oh, ouais, non, mais je veux dire, avant, les Pixar, ça parlait aux jeunes et aux moins jeunes, et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus porté sur la jeunesse quand même, et c'est bien d'un côté, mais de l'autre, on a l'impression comme tu disais, que ça perd un peu son âme, que c'est plus la formule d'avant, quoi. On passe à un autre des films de cette quinzaine qui était extrêmement entendu, avec le fameux Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. On n'arrête plus le duo Yorgos Lanthimos avec Emma Stone qui, depuis leur première collaboration dans le film La Favorite en 2018, nous ont aussi donné Pauvre créature, que nous avons chroniqué à Arrêt Caméra en début d'année et qui a été multi-récompensé, puis désormais Kinds of Kindness dont il va être question ici, avant, dois-je dire malheureusement ou pas, le prochain film du duo avec Bugonia prévu pour 2025. Alors Morgane, Lanthimos et Stone, est-ce qu'on dit stop ou est-ce qu'on dit encore? On en parle après ton résumé. Alors Kinds of Kindness, pour le présenter, c'est particulier, on va le faire un peu de manière différente. Donc c'est une fable en triptyque qui suit un homme sans choix qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie, un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est de retour et qu'elle semble être une personne différente,
et une femme déterminée à trouver une personne bien précise dotée d'un pouvoir spécial destiné à devenir un chef spirituel prodigieux. Oui, par rapport à ce que tu dis, notamment sur cette dernière histoire, c'est Kinds of Kindness, un film dans lequel on peut dire qu'il y a un peu de fantastique. Hein. Enfin, je veux dire, vu qu'il y a quelqu'un qui est censé ranimer les morts, bon, les deux premières histoires, il n'y a pas de mémoire de fantastique. Enfin, peut-être un peu la deuxième. Bah, Si, la deuxième, si, mais la première, non, quand même. Ah non, bien sûr. En fait, disons que le film bascule complètement de l'étrange au fantastique. C'est le principe des trois films qui se suivent. Mais peu importe. En fait, alors, je suis perplexe. Initialement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ce que fait Lanthimos. Mais alors, je veux dire, j'ai l'impression de me répéter, mais j'avais dit déjà ça au moment de Pauvre Créature. La Favorite, j'avais bien aimé. La Mise à mort du cerf sacré, j'avais bien aimé. The Lobster, j'avais bien aimé. Enfin, je veux dire, j'ai pas de problème avec son cinéma, mais Pauvre Créature, j'étais un peu larguée. Et alors là, pardon, mais Kinds of Kindness, je suis même plus perplexe. Je suis comme ça rétamée sur le parquet, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas, je sais plus quoi faire de Yorgos Lanthimos. Enfin, je ne sais plus quoi faire de mon avis positif à son sujet parce qu'il est en train de s'effriter. Il est en train de se gentrifier. De se gentrifier. Oui, enfin, de s'évaporer, en fait. Je ne sais pas, mais non. Alors déjà, Kinds of Kindness, il faut le dire, c'est long. Enfin, 2h44, franchement. Enfin, on en a parlé, Morgane, toi et moi, avec caméra, des films longs. Je me rappelle encore qu'on tenait l'argument et qui étayait, sourcé, documenté, comme quoi les films sont pas plus longs aujourd'hui qu'auparavant, mais je commence quand même, Morgane, à me poser la question de s'il n'y a pas eu un changement depuis un an et demi. Tu vois, depuis la fois précédente, on en a parlé, parce que auparavant, il y avait des films longs, et on allait en voir, enfin, tu vois, les Babylone de Chazelle, les Killers of the Flower Moon, enfin voilà, je prends les exemples qui me viennent en tête. Mais à la limite, un film de 3 heures chez Scorsese, bon, c'est pas douloureux. Par contre, là, 2h44 chez Yorgos Lanthimos avec Kinds of Kindness, c'est même plus de la douleur, on n'est pas loin de la torture, c'est la plume qui nous chatouille les pieds, quoi. Enfin, c'est beaucoup trop long, et c'est d'autant plus long que, moi, je l'admets, hein, il faut dire les choses honnêtement, Morgane, j'ai pas compris le projet. Alors, quand je dis j'ai pas compris le projet, je veux dire... J'ai compris, il raconte des historiettes, il est mis bout à bout et à chaque fois, chaque acteur joue un rôle différent. Et en même temps, c'est, on va dire, une réflexion sur l'absurdité du monde qui se veut caustique, qui se veut ironique, parfois un peu cynique. Bon, tout ça, je veux bien. Pourquoi pas. Mais ce que je ne comprends pas, notamment avec ce film, enfin encore plus qu'avec Pauvre Créature, mais enfin là, surtout spécifiquement sur Kinds of Kindness, c'est le projet au sens de c'est quoi le message de Lanthimos ? Qu'est-ce qu'il dit du monde ? Qu'est-ce qu'il veut dire de son rapport au monde ? Qu'est-ce qu'il veut transmettre ? Qu'est-ce qu'il veut communiquer aux spectateurs ? En fait, pourquoi il fait du cinéma ? Je comprends de moins en moins pourquoi il fait du cinéma, Morgane. Bah, moi, je pense que là, le film, si en tout cas on s'attache juste à ce film-là, on peut se douter de toute vision, en tout cas, de Lanthimos. Alors, si, on la voit, la vision, c'est « Coucou, je suis... un provocateur, j'aime bien les provocateurs, attention. Non mais voilà, mais pourquoi il provoque ? Enfin, moi je veux bien, mais pourquoi ? Oui, je suis un provocateur, mais aussi un petit malin. Et en fait, toutes ces histoires-là, c'est juste l'idée de créer des espèces de dissensions avec la norme, en fait, de créer du malaise. À la fois dans le film et aussi... Tu penses que c'est juste une réflexion qui se veut être affranchie des normes ? En tout cas, je pense que Lanthimos croit à ça très fort. Notamment dans l'idée qu'il fait... en fait, déjà dans la structure des films même. Le film, il est en 3 parties. Avec alors on pourrait croire au début, notamment un passage là, si on n'est pas au courant, qu'on n'a pas lu rien sur le film, un peu comme nous d'ailleurs, on avait vu l'abondance, mais on allait le voir tout frais. Voilà, on n'avait pas trop lu sur le film. Moi je savais que c'était 3 histoires différentes, mais je savais pas qu'en fait on retrouvait les mêmes acteurs entre chaque film, qui jouent des rôles différents, parfois opposés même, surtout Jesse Plemons, on va dire, un peu moins Emma Stone par exemple, qui joue plus ou moins des rôles assez similaires.
même si elle est plus mise en avant entre le premier et le deuxième, et surtout dans le troisième où c'est elle le personnage principal. Mais voilà, il y a ce côté un peu, effectivement, on va un peu éclater les structures des films pour donner un triptyque. D'ailleurs, c'est le projet du film, c'est je fais mon triptyque comme Jérôme Bosch fait un triptyque, enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, bon, on n'est pas sur le même niveau d'art, mais oui. Non, mais voilà, c'est un triptyque, c'est 3 volets, on va dire, avec peut-être on peut croire que le volet central c'est le deuxième, mais non, je pense que le volet central il n'y en a pas, mais que le volet central en fait c'est le film en lui-même et qu'ensuite ces 3 découpes de la société, on va dire, parce que c'est des films en fait qui se passent à notre époque, mais avec un côté un peu anticipation, tu sens que quand même c'est des trucs un peu extrêmes, par exemple anticipation, mais je parlerai aussi de marge, Morgane, notamment dans le dernier avec cette histoire de secte, ou même dans le premier, où finalement, quand je dis de marge, c'est que le premier, on a une relation entre un patron et son employé, mais qui est non conventionnelle et qui en même temps, alors à l'extrême limite, et là encore j'ai l'impression de faire dire au film ce qu'il dit pas et je suis pas très à l'aise avec ça, mais qui dit que, comme si ça disait qu'aujourd'hui pour être employé dans une entreprise il fallait faire tout et n'importe quoi, tu vois. Oui, c'est ça, c'est clairement ce qui... En fait, c'est limite du Bret Easton Ellis, la première partie. Exactement. Parce que on a l'impression de revoir un peu les personnages de American Psycho. Alors, c'est pas exactement la même chose qui se passe, mais... Et c'est pas aussi drôle, pour être honnête. C'est pas aussi drôle, et puis... Enfin... le personnage de Jesse Plemons qui veut à tout prix plaire à son boss et qui se rend compte que en n'acceptant pas de tuer quelqu'un, l'autre a un désintérêt complet, mais en fait ça fait partie du plan du patron parce qu'il sait très bien que finalement il va essayer de tuer la personne, tout faire en sorte, et du coup c'est une espèce de torture psychologique permanente. Mais enfin oui, voilà, en fait le problème de l'Antimos c'est que il veut créer du malaise, en même temps il veut faire rigoler. Mais il n'y a pas de sens du gag dans son film, même en passant par le malaise, il n'y a pas de sens du gag. Il y a des cinéastes qui savent mieux faire ça que lui. Alors il le faisait peut-être dans le passé, je pense notamment dans The Lobster, il y avait des trucs assez décalés, plus surréalistes encore. Là le problème du film c'est que déjà il y a un problème de mise en scène dans le film. Je trouve que il y a aucun... c'est vraiment plombant, il n'y a pas trop de rythme, et le pire du film qui accompagne le film, c'est la musique. La musique, elle est ignoble, c'est une catastrophe. Je crois que j'ai pas écouté, vu un film avec une aussi mauvaise musique depuis longtemps. Ah, moi, j'ai eu l'impression d'entendre du sous Eugène Isaïe. Si vous connaissez pas, allez écouter. C'est un compositeur classique, pas hyper connu, mais avec du piano qui est assez austère qui comme fait ça. Ah ouais, bah, et puis dès qu'il se passe un truc un peu, dès qu'il se passe un truc un peu glauque, voilà, c'est vraiment en fait j'appuie à mort ce qui se passe à l'écran. Et quand je pense, Morgane, que Tarkovsky disait dans Le Temps scellé que la musique était, on va dire, je peux pas le citer dans le texte, mais à quel point la musique qui accompagne les scènes, disons, travestissait la réalité du cinéma. Mais Andrei doit se retourner dans sa tombe quand il voit Kinds of Kindness. Non, mais c'est ça. Et dans le film, dans Kinds of Kindness, je soufflais fort, en fait. Le pire, je crois que c'est dans la deuxième partie, ou dans la troisième, mais c'est cette musique qui est constamment là en fait, parce qu'il se passe pas grand chose au final. Le personnage est parano. Effectivement, donc la paranoïa, c'est difficile à montrer dans un film parce que, alors, si tu peux utiliser des effets, tu peux aussi par le scénario, mais là, le scénario est très domestique. Ça se passe dans un couple, dans une espèce de chalet ou limite un peu caravane sur les bords. Leur maison est assez marrante. Et il y a une espèce de guerre entre les deux. Guerre des tranchées peut-être, avec des moments de saillie gore. Je crois que tout le principe de ce segment-là pour l'Antimos, c'était le seul objectif de ça, c'était de montrer quelqu'un en train de se couper un doigt. Voilà. Oui, non, mais bien sûr, et la brodé autour. Enfin, je veux dire, ça a l'air de ça. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ça en a l'air. Et du coup, tu parles de paranoïa, Morgane, mais finalement, c'est même pas tant effectivement sur les effets ou la caméra que ça repose. C'est vraiment, je trouve, sur le jeu d'acteur de Jesse Plemons. Et alors, je comprends qu'il ait eu le meilleur. Le prix de meilleure interprétation masculine à Cannes, parce que je trouve que le film, l'Antimos se repose énormément sur lui, et c'est celui qui s'en sort le mieux à travers les 3 histoires. Alors je dis ça, Willem Dafoe, il est génial.
Emma Stone, ça va. Bon, moi, j'en ai un peu marre parce que à force, j'ai l'impression qu'elle cabotine. Ouais, voilà. Donc, en fait, non, le problème de Emma Stone, c'est qu'en fait, de film en film, chez Lanthimos, ça fait tout le temps le même registre. Exactement. Et du coup, c'est un peu forme d'épuisement devant ça, quoi. Enfin, et au bout d'un moment, on sait déjà le prochain, là, Bégonia. On sait déjà ce que ça va être. Voilà, je fais la faux folle, je danse et voilà, quoi. Oui, et puis d'ailleurs, au passage, attaque gratuite par rapport aux scènes de danse. Mais alors moi, les scènes de danse de personnages isolés dans des environnements urbains, depuis Drunk, j'en peux plus, Morgane, parce que je sais très bien que ces scènes de danse, c'est pour correspondre à un style qui se veut, entre guillemets, iconique, qui ont vocation à être découpé et ensuite à être posté sur les réseaux sociaux et à être repris notamment sur TikTok. Et pour moi, c'est vraiment la prostitution, en fait, de la part du cinéma. Je le dis comme je pense. C'est pour que des gens qui voient pas forcément des films, je veux dire, ils adhèrent et qui montrent du doigt en disant « Ah, là, super, il y a une scène de danse de quelqu'un qui est un peu bizarre, un peu quirky, et en fait, il danse tout seul, comme ça, dans la rue, et il fait des trucs. » Voilà, c'est le moment à la mode, et j'ai hâte, en fait, dans 10 ans, ce sera fini. Dans 10 ans, on n'aura plus, comme ça, un Pékin qui danse tout seul, au beau milieu. Ce sera fini, quoi. Et j'attends qu'on y arrive parce que j'en en peux plus de ça. Ça n'apporte rien au film. C'est vraiment du fanservice. Ouais, t'as raison. Et il me semble d'ailleurs il y avait eu des interviews où Lanthimos disait oui, c'est Emma Stone qui a proposé. Et puis du coup, on l'a fait et c'est génial. Enfin, bref. Mais ça semble à l'idée du film qui manque cruellement d'idées, justement. Oui, bien sûr. Mais pour revenir vraiment sur le film... Tu vois, les précédents films de Lanthimos, je trouvais qu'on allait vers un cinéma qui devenait de plus en plus chargé, et notamment dans Poor Things, c'est vraiment le film chargé par excellence, le film qui fait fake, c'est normal, c'est un film avec tout est artificiel dans le film. Là, on revient dans une forme de réalisme, en tout cas, parce que ça se passe dans notre époque, et en fait, je trouve qu'il y a un truc qui s'est un peu perdu dans le retour, en fait, parce qu'il y avait notamment cette idée que Lanthimos refait des films méchants comme Canine et ses premiers films, mais là, il y a un truc qu'il a un peu oublié, qu'il a un peu perdu, c'est qu'il y a une gestion du rythme qui est atroce dans le film. Le film compte beaucoup sur la lenteur et sur le silence pour créer du malaise. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas, en fait. Alors, ça fonctionne pas pour nous, mais je suis toujours étonnée parce que c'était aussi le cas, j'ai trouvé dans Pauvre Créature, mais là, dans Kinds of Kindness, à chaque fois, Morgane, qu'on va voir ces films, il y en a pas beaucoup, mais je sens qu'il y a des spectateurs qui sont sensibles à ça. Je sais pas pourquoi, mais quand on l'a vu, celui-là, justement, Kinds of Kindness, il y a des gens que ça fait marrer. Mais ça les fait marrer, mais même pas comme sincèrement, c'est comme si c'était quelque chose de strictement nerveux, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a un silence et il y a quelqu'un qui dit quelque chose et c'est pas drôle et les gens rigolent. Et puis un silence et les gens ils rigolent pour le silence. Enfin, et tout se joue comme ça. Donc c'est un rythme que moi je trouve un petit peu bâtard parce que c'est pas le mien et je trouve même que pour on va dire, des rythmes de cinéma, c'est assez casse-gueule, hein. Tu l'as dit, c'est lent, c'est plombant, et encore une fois, la musique n'arrange strictement rien. Mais je suis vraiment étonnée et curieuse de voir qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça, parce que je trouve que c'est pas évident à appréhender comme cinéma. Ouais, et puis ce qu'on recherche, donc Lanthimos, c'est la subversion, c'est le choc. Et il essaie très fort d'être méchant, mais le problème, c'est que Yorgos, t'as vu du cinéma quand même, t'as vu des films, clairement montrer des couples échangistes en train de regarder une sextape qu'ils ont fait, bon, ok, ouais, c'est marrant, mais est-ce que c'est vraiment choquant? Oui, non, mais c'est quelqu'un qui s'est coupé un doigt. Voilà, bon, c'est un rire gras qui fait, on va dire, appel à du cinéma un peu cheap, mais bon, ça va pas très loin, quoi. Enfin, pour moi, c'est du même niveau que finalement se marrer avec le vomi chez Östlund. Et encore, c'est bien, voilà. Oui, et encore, Östlund, il le fait mieux, tu vois, en la matière. Enfin, on peut dire que c'est pas bien, mais c'est toujours mieux que ça. Enfin, là, il y a vraiment un côté, blague à la petite semaine qui
qui est pas très très profond, quoi. Ouais, alors que Canine, par exemple, c'est dérangeant. Le film, je me souviens, est très dérangeant pour son époque. Enfin, l'humiliation, etc. Là, il y a toujours ce délire d'humilier les personnages et les acteurs qui s'y prêtent et qui font ça de manière très joyeuse. Je trouve que ça fonctionne. En tout cas, mais tu vois, d'ailleurs, Morgane, j'arrive pas à saisir quel est le... Alors, je le comprends d'un point de vue purement calculateur. Joué chez Yorgos Lanthimos, le film, il a toutes les chances de faire le tour des plus grands festivals du monde, et donc au passage, on peut gratter une récompense, et le film, il va quand même faire son minimum d'entrée, etc., etc. Enfin, je veux dire que ça fait un peu bon chic, bon genre d'être chez Lanthimos aujourd'hui, dans les années 2000. Cinéma, en vrai, Non, mais c'est vrai, hein, c'est assez tragique, mais en dehors, on va dire, de cet aspect purement opportuniste, parce que moi, je trouve que c'est quand même de l'opportunisme de jouer dans son cinéma qui apporte plus grand-chose. J'arrive pas à voir ce que les acteurs y trouvent à camper des personnages comme ça qui se font sans arrêt humilier, marcher dessus, malmener. Enfin, je veux dire, Emma Stone, dans le film, elle se coupe un doigt. Dans une autre histoire, elle se fait violer. Enfin, faut le dire, ah oui, tu vois. Vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, dans la première... elle provoque un accident de voiture, elle manque de mourir. Enfin, je sais pas. En fait, je comprends pas. Ça fait aussi partie de mes incompréhensions, mais je ne comprends pas en tant qu'acteur. Qu'est-ce qu'on attend de ça? Qu'est-ce qu'on peut trouver de génial là-dedans? Qu'est-ce que ça apporte à sa filmographie? Tu vois, il y a un truc qui me dépasse. Après, les acteurs hollywoodiens, je pense qu'il y a un côté aussi, espèce de nouveauté, de faire des choses qu'on fait pas tout le temps à Hollywood. Je pense que ça joue, hein, mine de rien. De pouvoir se dénuder complètement, de faire n'importe quoi. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, à Hollywood, c'est compliqué à faire. Donc oui, alors c'est peut-être pour le côté libérateur, mais je peux pas m'empêcher de me dire à quel prix. Parce que bon, Kinds of Kindness, c'est pas un film qui va rester dans les annales. Ah oui, bon, je sais pas, on sait pas encore comment ça va se passer pour le film, mais parce que bon, il y a des films qu'on n'a pas aimés qui sont quand même restés dans les annales malheureusement. Enfin malheureusement, heureusement pour ceux qui ont aimé ces films-là. Mais non, moi je trouve que c'est vraiment ce film-là en tout cas qui, alors je le dis, il y a un des films que je déteste le plus au monde, c'est Mise à mort du cerf sacré. Mais le film encore était un peu méchant et un peu cruel et un peu voilà. Moi mes problèmes n'étaient pas là, c'était d'autres choses que je n'aimais pas dans le film, mais là pour le coup je trouve le film totalement inoffensif et voilà, c'est vraiment ce que j'avais un peu ressenti dans La Favorite, encore plus dans Poor Things, c'est qu'en fait Lanthimos ça devient un peu un cinéaste bourgeois en fait. Il fait du cinéma qui s'est embourgeoisé, qui veut jouer aux méchants, mais parce que c'est cool d'être méchant à notre époque. Quand tu regardes le succès de Osloon, quand tu regardais le succès de Haneke qui a arrêté de faire du cinéma, mais c'est ce que j'allais dire, c'est des Morgane. portes ouvertes Pour moi, on est dans tous les rejetons du cinéma de Haneke, voilà, mais de manière dérivée. C'est-à-dire, ce sont ses enfants, ses petits-enfants. Mais voilà, enfin, pardon, il y a un côté, il joue avec... les lettres dans la soupe, tu vois. Il est un peu passé d'espèce de fils spirituel un peu éloigné, mais quand même de Louise Buñuel, de son surréalisme et tout, à l'enfant chéri maintenant du cinéma de post-Haneke. Voilà, c'est ça en fait. Alors, ce que je comprends encore une fois, parce que pour des raisons qui ne dépassent, si, des raisons que je comprends en partie, que je vais étayer, c'est un type de cinéma qui fait florès, encore une fois, dans les festivals. Ah, on l'avait dit, ouais. Voilà. Je sais plus quel film d'ailleurs. Et donc là, pour Kinds of Kindness, pour moi, c'est un peu à ce niveau de faire florès, c'est la même chose que Sans filtre. Sans filtre de Osloon, je l'avais un peu aimé. Pas adoré, je l'avais un peu aimé. Mais malgré ça, je trouvais pas ça normal qu'il soit autant récompensé. Enfin, normal au sens où il le méritait pas. Bref. La Palme d'Or, oui, quand même. Oui, non, mais c'est ça, tu vois. Mais donc, je mets Sans filtre de côté. Mais là, pour moi, Kinds of Kindness, il y a le même phénomène. Et je commence à me rendre compte, si j'essaie de psychologiser, on va dire, cette affaire-là, Morgane, que au niveau des festivals, les jurys sont essentiellement composés de gens très riches, de gens privilégiés. Et je pense que ces gens riches et privilégiés qui sont issus du milieu du cinéma, alors c'est pas que le milieu du cinéma soit riche et privilégié, mais je veux dire, on sait très bien que les jurys
je parle pas des sélectionneurs, je parle vraiment des jurys, de ceux qui octroient les récompenses, Venise, Cannes et tout le tralala. Ce sont, on va dire, les gens qui sont le plus privilégiés dans le monde du cinéma, ceux qui gagnent le plus, ceux qui, disons, sont parmi, pour le dire vite, les plus reconnus par leur pairs. Une forme d'élite, oui. Voilà, on va dire une élite, mais sans parler de leur qualité intrinsèque ou quoi, on va dire une élite, pour la faire courte. Je pense que cette élite-là, en fait, a intégré une espèce de sentiment inconscient de culpabilité extrêmement fort, et qu'à partir du moment où ils voient des films avec des riches qui se font malmener, qui vomissent, qui se font taper dessus, qui a un bras, une jambe, un doigt découpé, ou qui doit faire des accidents, qui risquent de mourir ou quoi, forcément, ils vont trouver ça génial, parce qu'en fait, dans leur inconscient, ils sont pas tout à fait à l'aise d'avoir autant de privilèges quand le monde va pas, parce que l'environnement, ça part à volo, parce qu'il y a de plus en plus d'inégalités, etc., etc. Et c'est pour ça, en fait, que ces films sont à chaque fois multi-récompensés, parce que, pour eux, c'est comme... c'est la même fonction, en fait, que le prêtre catholique dans le confessionnal qui dit oui, tu vas réciter 6 Notre Père et 3 Ave Maria parce que tu as trompé ta femme. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire, on a Oslund ou Lantimos qui dit ouh là là, toi, tu as pris trop de privilèges. Ben, regarde ce que je te fais dans mon film. Je te salope dans tous les sens et dans tous les angles. Tiens, donne-moi la récompense. Et ça marche. Ouais, alors la différence Mais entre... c'est une arnaque totale. Oui, je suis d'accord, mais la différence entre Osklund, à la limite, c'est que lui, il va attaquer les... Bon, non, il t'attaque pas que les riches, en vrai, hein, mais bon, c'est un peu non, faux de dire ça. mais eux, ils pensent qu'à leur gueule, donc ils vont passer à ça, tu vois. Attends. Et prendre Lantimos dans son film, c'est pas des gens riches qui l'humilient. C'est ça qui est... c'est des gens qui veulent à tout prix accéder à une forme alors, soit d'éléments spirituels via la secte, soit d'une forme de... Parce que le personnage du premier chapitre, il est riche, mais en fait il est riche parce que quoi? Parce que il est parce en que tant c'est un qu'esclave, esclave. il lui donne des choses. Donc voilà. Et dans la deuxième partie, c'est un flic, donc il est pas oui, forcément mais très... tu vois qu'ils vivent de manière aisée. Enfin, je veux dire, Oui, c'est pas des gens qui vivent dans des petits appartements ou quoi, tu vois. Oui, mais c'est des gens qui accèdent à ça parce qu'ils ont fait un compromis, un choix, un sacrifice. Sacrifice quand même assez lourd, parce que d'un côté, t'as quelqu'un qui adhère à une secte où il est humilié constamment, il doit coucher avec le leader ou sa femme, mais c'est tout. Et ça leur plaît en plus. Hein. Oui, ça leur plaît, oui, effectivement. Et dans la première partie, il doit être l'esclave, et ça lui plaît aussi de son... Voilà, il y a un côté un peu quand même un peu... un peu politiquement un peu bizarre quand même dans le cinéma. Je dis pas que Lantimos est quelqu'un qui déteste les gens, mais il est misanthrope, c'est vrai, il est misanthrope en soi. Mais pourquoi pas, tu vois, que Lantimos soit misanthrope, et je dis pas à ce qu'il me montre quelque chose et que politiquement il faut que je sois d'accord avec. Non, c'est mais pas ça. ça manque de... En fait, ce que je veux dire, c'est pour contrepoint, moi... peut-être, je sais pas. Pardon ? De contrepoids, peut-être, je sais pas. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ces réalisateurs, et je le vois vraiment, j'ai l'impression qu'au jury des festivals, ils leur tendent un miroir, et c'est comme ça qu'à chaque fois, ils s'en sortent. Enfin, je veux dire... Par extension, les films qui tentent pas de miroir à ces gens-là, je suis pas certaine qu'ils soient reconnus malgré le fait qu'ils aient potentiellement des qualités cinématographiques indéniables. Mais le problème de Guns of Kindness, donc, c'est que avec sa structure un peu de segments qui, en fait, à la fois veut aller dans une espèce de forme d'aboutissement à chaque fois, mais qui ne va pas vraiment au fond des choses, et qui reste quand même dans une forme de superficialité qui est juste dans l'idée de choquer. Oui, et chaque segment en plus se conclut comme dans une espèce de pied de nez au final. Parce que c'est le principe un peu du gag, de la nouvelle aussi, tu vois, de la chute. Et finalement, c'est marrant parce que ça ressemble plus à de la série qu'à du cinéma, et ça me fait penser beaucoup à Black Mirror, de ce côté un peu dystopique, même si c'est pas exactement de la dystopie, mais il y a quand même... Sans le côté science-fiction, mais je vois ce que tu veux dire quand tu parlais d'anticipation, parce qu'il y a un côté, pour moi, Morgan, mal exécuté certes dans Kinds of Kindness, mais il y a un côté que je trouve entonnoir. C'est-à-dire que, bon, concrètement, la première histoire, par exemple, c'est comme si Lantimos disait... on peut plus avoir un travail de cadre entre guillemets normal, il faut forcément faire l'esclave du patron. Dans la dernière, c'est on peut plus avoir des convictions, il faut forcément être au service d'une secte. Et dans la seconde, c'est les histoires d'amour ne tiennent plus parce que l'autre nous ment forcément toujours, quoi. Ce que je rattache aussi à la misanthropie du réalisateur, bien sûr. Ouais, mais donc tout ça en fait fait qu'effectivement on a l'impression d'avoir vu des épisodes de Black Mirror, et je trouve que c'est marrant parce que du coup Black Mirror, à part quelques épisodes, je trouve que c'est une série assez mauvaise, et Kind of Kindness c'est un peu la version un peu plus gore peut-être,
et encore la première épisode de Black Mirror, c'est quand même le ministre du Premier ministre d'Angleterre qui doit sodomiser un cochon ou se faire sodomiser par un cochon. Ah non, mais quelle horreur. Enfin bref, voilà, mais on le voit Cet pas. Cet épisode sera interdit aux moins de 18 ans. On ne voit pas ça dans la série, mais voilà, c'est quand même assez lourd, chargé, et donc voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu de ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est chargé pour être chargé, pour en rajouter un peu comme t'as la confiture, tu vois, ils sont qui s'éclatent, mais finalement, ils passent vraiment à côté de la vraie méchanceté. Je trouve que c'est ça qui est rigolo, c'est que en fait, t'as un film d'un mec qui pense qu'il est méchant, mais finalement, ça fait un peu pchit, quoi. Oui, c'est un petit peu inoffensif. On va terminer, si vous êtes encore avec nous, cet épisode avec le film In Water de Hong Sang-soo. Deuxième film de Hong Sang-soo à sortir dans nos salles cette année après World Cup en janvier et avant un troisième en fin d'année. Ah, il y en aura encore un. Alors normalement il est censé y avoir, il n'y a pas de date de sortie encore, mais ça m'étonnerait alors peut-être qu'il sera en janvier-février 2025, mais c'est le film avec Isabelle Huppert qui a gagné le Grand Prix du jury à Berlin cette année, The Traveler's Need, je crois. Donc on verra, mais possible qu'il sorte en fin d'année. Et donc ce film-là, In Water, est peut-être le plus radical des trois. Tourné dans des conditions particulières sur l'île de Jeju, il y a 3 acteurs, aucune équipe technique à part le cinéaste Kim Min-hee, le tout sans jamais faire le point à l'image, ce qui donne un film presque entièrement flou à des degrés divers, plus ou moins extrêmes. Julie, le résumé. Oui, alors comme tu l'as dit, Morgane, ça se passe sur l'île de Jeju, que j'aimerais bien visiter un jour d'ailleurs, ça a l'air assez génial. Un jeune acteur réalise un film alors que l'inspiration lui manque. Il aperçoit une silhouette au pied d'une falaise, une dame qui ramasse des ordures. Grâce à cette rencontre et à une chanson d'amour écrite des années plus tôt, ce jeune acteur, à qui l'inspiration manquait, dispose enfin d'une histoire à raconter. Voilà, ce film-là est particulier parce que... Je ne te le fais pas dire. C'est du HSS Core, mais de chez Core, en fait, dans l'idée où le film, il se passe pas grand-chose pendant une demi-heure. Alors, alors attention, le but quand même de Arrêt Caméra, Morgane, c'est aussi de motiver un peu les gens à aller voir un film. Donc là, c'est un film qui dure In Water, 1 heure, qui est flou. 1h06 ou 7, ouais. Voilà, à peu près 1h06, 1h07, qui est flou. Alors déjà, il faudrait qu'on caractérise, pour ceux qui ne l'ont pas vu, quel est ce flou, qu'est-ce que ça veut dire que ce flou. Et puis, donc tu dis que c'est un film qui est flou, et pendant une demi-heure, il se passe pas grand-chose. On part pas très bien, là. Attends, c'est pas parce qu'il se passe pas grand-chose que ce n'est pas intéressant. Bon On est dans une sorte de... Parce que non, il se passe quand même des choses. Le personnage, en tout cas... on comprend, parce que c'est toujours comme ça chez Hong Sang-soo, on ne sait pas ce qui se passe, on comprend avec les personnages qui discutent entre eux, les situations, c'est comme ça qu'il introduit les enjeux en fait du film. Alors moi j'irais plus loin, je dirais qu'on comprend Hong Sang-soo, alors on n'adhère pas forcément, j'y reviendrai plus tard, mais je dirais, Morgane, en tant que personne qui n'a pas vu quasi tous les films de Hong Sang-soo comme toi, qu'on comprend d'autant plus Hong Sang-soo quand on commence à tous les voir parce qu'on comprend de quoi il parle et où il veut en venir. Mais si on débarque comme ça, In Water, c'est un peu compliqué. Ah, je suis pas sûr, mais après... Mais je te laisserai développer. Enfin, c'est compliqué parce que j'ai vu, effectivement, dans ma position de fan de grand amateur de son cinéma, mais je pense qu'on peut adhérer au film, comprendre ce qu'il raconte, mais effectivement, il y a toujours une espèce de période de flou, entre guillemets, pour pas faire de mauvaises blagues. Un flou artistique. Non, mais quand on commence à regarder les films, à chaque fois, on arrive, il y a des personnages qui sont déjà quelque part, immédiat res, comme on dit, et il y a des espèces de silence, ils discutent et on comprend qui est qui au fur et à mesure. Il n'y a pas d'introduction bâtarde, entre guillemets, avec une vraie scène d'exposition des enjeux. Et donc en fait, dans le film, tu l'as bien d'ailleurs résumé, on va avoir sur 1h5-6 de film, une bonne demi-heure où, j'ai oublié son nom, mais le personnage du jeune réalisateur va essayer de trouver, de puiser en lui, de puiser sur aussi le décor autour de lui, donc l'île de Jeju, les gens qui croisent, l'inspiration pour tourner un court-métrage. C'est Sangmo. Ouais, Sangmo. Trouver l'inspiration pour faire un court-métrage dont on comprend qu'il n'a pas de scénario et qu'il il est juste parti, alors parce que c'est vraiment un coup de tête, en tout cas il avait des économies de 3000
dollars. Donc c'est des dollars américains d'ailleurs, parce que dans la traduction en VOSTFR du film, c'est pas en euros ni en won d'ailleurs, qui est la monnaie coréenne, mais c'est indiqué en dollars. Donc 3000 dollars américains. C'est avec cet argent qu'il est parti tourner à Jeju. Il a loué une location pour donc une actrice et un chef opérateur. Oui, qui est assez technicien aussi. Qui est son ami, mais en même temps, bon, comme souvent en fait, chez Hong Sang-soo, tu l'as dit, on est dans des situations comme ça où on nous place d'emblée in media res. Voilà, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'introduction, etc., etc. Et aussi, comme souvent chez Hong Sang-soo, même si là dans In Water c'est moins le cas, il y a des relations qui ont l'air d'être quelque chose au départ, mais qui, au bout du compte, se révèlent plus complexes parce qu'en fait, elles sont plus chargées d'émotions négatives. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde a toujours l'air, pour le dire simplement, au début, tout le monde a toujours l'air de bien s'entendre et d'être camarades, voilà, etc. bien sous tout rapport. Mais une fois qu'on avance, on se rend compte qu'il y a des conflits larvés. Ouais, des tensions, voilà. Des choses qui sont sachant que c'est moins... pardon, non, j'allais dire l'inverse. C'est bien plus prononcé dans d'autres films que dans celui-ci. Et je dis ça, c'est pas une critique vis-à-vis de In Water. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a l'habitude de voir les films de Hong Sang-soo, on pourrait s'attendre éventuellement, dérapage, c'est un terme trop fort, mais disons à des glissements au niveau des rapports humains assez forts. Et là, c'est moins le cas. C'est-à-dire que on reste sur une tension, mais qui, à aucun moment, franchit la ligne jaune. Ah, la tension, en fait, elle est au début entre les personnages, mais en fait, elle va se mettre vraiment, se rediriger sur le personnage principal, donc Sang-mo, qui et lui-même vit une période de crise, en fait, existentielle, on le comprend, qui est sûrement liée... on met beaucoup de sûrement, peut-être, parce que le film... C'est certain pour moi. Comme le cinéma de Hong Sang-soo est très elliptique et très épuré. Mais pour moi, c'est autobiographique, en fait. Oui. Peut-être je me trompe, et sûrement peut-être même que Hong Sang-soo, si était en face de moi, me dirait non. Mais s'il me disait non, je dirais tu me prends pour une conne. Non, mais pour moi, c'est autobiographique. En fait, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un gars, il est étudiant, il est fauché. Donc voilà, le fait qu'on nous le montre étudiant, ça justifie aussi potentiellement... Enfin, étudiant. Il est jeune, on va dire étudiant, acteur, peu importe. Bon, il est jeune, du coup, il n'a pas un rond. Voilà, enfin, je veux dire... C'est aussi l'état de la jeunesse à l'heure actuelle dans sa grande majorité. Pas qu'en Corée, ouais. Non, pas qu'en Corée, mais bon, voilà, en Corée, dans l'un des pays qui... Enfin, on a déjà parlé, mais bref, où le taux de procréation est l'un des plus faibles au monde, sinon le plus faible au monde. Enfin, ça se joue à quelques... oui. Oui, ça se joue à quelques dixièmes moins d'un enfant par c'est ça. Par femme ou couple, enfin je sais pas ouais, c'est par femme ou par couple. Donc oui, c'est ça. Donc là dans In Water, enfin voilà, on a donc cet étudiant fauché, il a pas un rond, mais en même temps, il faut qu'il avance malgré tout et qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, et il a envie de faire un film. Bon, ben pour moi, c'est autobiographique, tu vois. Enfin, c'est Hong Sang-soo qui, alors certes, est peut-être pas à ma connaissance dans la galère ou dans la misère noire la plus totale. Mais enfin, je veux dire, quand tu sais faire qu'une chose, tu le fais. Et là, il sait faire que quoi ? Il sait faire que des films, c'est déjà bien en soi. Donc, il fait quoi ? Voilà, son personnage, il est à son image. Et c'est quelqu'un qui a pas un rond et qui essaie de faire des films. Et en même temps, qui est angoissé. C'est normal, je veux dire, la situation, elle n'est pas évidente. Et le cadre... l'île de Jeju, c'est très joli, mais tu sens que le cadre brouille ses sens, son esprit. Et c'est pour ça que... Non, mais c'est aussi pour ça que pour moi, ce film est flou. C'est que il y a ce cadre... Enfin, je veux dire, Jeju, je ne sais pas si vous, sur Instagram, vous regardez des vidéos de tourisme sur la Corée, mais moi, j'en ai regardé quelques-unes, toi aussi, Morgane. Jeju, c'est vraiment l'île C'est canon. Ouais, c'est l'île de villégiature des Coréens. Souvent, quand ils partent en vacances, Exactement. Ils vont alors soit à l'étranger, soit ils vont à Jeju. Voilà, et c'est vraiment très beau. Alors, quand il fait beau, parce qu'apparemment, il fait pas tout le temps beau là-bas, mais bon, bref, on s'en fiche. Donc, c'est très beau, c'est très sympa. La nourriture est réputée comme étant merveilleuse. On y mange beaucoup de poissons, de fruits de mer. D'ailleurs, il y a une allusion directe à ça dans In Water. Donc, voilà, c'est vraiment un lieu de villégiature privilégié. Bon, qui a une histoire historique compliquée, je ne vais pas rentrer dans les détails, je laisserai les gens chercher. Voilà, c'est un autre sujet, ce n'est pas le sujet de In Water. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que c'est censé être un lieu de villégiature, voilà, génial, époustouflant, incroyable.
Et quand on veut raconter une histoire simple, je comprends encore une fois que ce lieu-là brouille les sens et je comprends d'autant plus pourquoi à chaque fois qu'ils sont à l'extérieur, moi je croyais que tout le film serait flou. Mais en fait, il n'est pas entièrement flou. C'est-à-dire, il y a des moments qui sont plus nets que d'autres. Ah ouais. Et les plus flous, ce sont ceux qui sont à l'extérieur. Et encore une fois, je le comprends dans la mesure où c'est pas ce qui aide à la construction du projet de film, du personnage principal de In Water. En fait, ça correspond pas au mood. Donc, quand ça correspond pas au mood, le cadre de Jeju est comme effacé et c'est pour ça que le film est flou. Mais oui, c'est ça. Tu as tout dit, Julie. Voilà. Voilà, ben on a fini la critique sur ce film, on peut passer à autre chose. Non, mais c'est un film impressionniste, quoi. On va pas passer par 34 chemins. Ah oui, parce que voilà, il faut aussi dire pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas un flou. Enfin, c'est pas un flou dégoûtant. Enfin, parce que moi, au début, j'avais peur. Je me disais non, là, Hong Sang-soo, je vais pas l'aimer. Il me fait ça. Je veux pas qu'il me fasse ça. Je veux pas qu'il me fasse voir un film flou. Mais voilà. Mais je tiens à rassurer les gens qui n'ont pas vu le film. C'est un flou à la Monet, les champs de coquelicots, les paysages de Paris. C'est un joli flou. J'ai lu aussi du certain de parler de pointillisme. Effectivement, il y a des moments où en fait le flou évolue dans le film. Il est comme tu disais, il y a une impression de netteté, mais est-ce que c'est vraiment de la netteté parce que tu sens quand même que déjà c'est tourné avec une caméra de basse qualité, comme la plupart des films d'Hong Sang-soo depuis un certain temps et donc quand ils sont en intérieur c'est vrai qu'il y a moins de flou, mais je pense aussi c'est parce que pour Hong Sang-soo il y a moins de lumière, donc mettre du flou où il n'y a pas beaucoup de lumière c'est plus compliqué, et puis c'est un choix par rapport à la mise au point tout simplement. Voilà. Donc voilà, quand il atteint quasiment la netteté c'est en intérieur comme tu l'as dit Morgane, et à l'extérieur quand comme ça il décentre ses personnages au niveau de la mise en point, on est sur un flou impressionniste. Enfin, on a presque l'illusion de voir des coups de pinceau, en fait. Il y a même l'impression parfois de voir des tableaux, notamment en séquence où il filme les falaises, où il filme le silo avec des poissons, on a l'impression de voir des tableaux. Voilà. Enfin, je trouve que c'est un de ses plus jolis films, hein, si je dois y trouver des qualités. c'est ça que je veux dire, c'est que en fait, je trouve le film très impressionnant parce que par un effet aussi simple que le flou, il parvient à créer des espèces de fulgurance picturale qu'on voit très peu dans le cinéma actuel, et rien que pour ça c'est un film très important d'une certaine manière, même si malgré sa petitesse en tout cas Julie est en train d'avoir des convulsions quand je parle d'un important, mais pour moi ça l'est en tout cas. Je suis toujours vivante. Parce que le cinéma, il n'y a pas qu'une histoire du cinéma, du grand cinéma, il y a aussi une histoire du cinéma un peu plus mineur qui peut être aussi important à sa manière, notamment dans la technique. Il y a très peu, je l'avais déjà dit, à chaque fois je le dis pour Hong Sang-soo, je trouve que c'est un des très grands cinéastes du numérique, qu'il fait des choses avec le numérique qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Ah bah c'est sûr que si on parle, Morgane, de plasticité pure, moi je trouve ça, enfin voilà. Je veux dire, même si j'ai pas aimé le film, mais je suis obligée, l'honnêteté intellectuelle me force à admettre que je trouve ça impressionnant d'avoir ce rendu flou, impressionniste, avec une caméra qui a certainement pas coûté grand-chose. Et pas pour le grand style, mais parce que, voilà, encore une fois, c'est un réalisateur qui fait des films quasi fauchés. Quasi fauché. Fauché tout court. Pour le coup, même, je pense celui-là, il est beaucoup plus fauché que certains qu'il a fait, notamment celui avec Isabelle Huppert, qui est coproduit par les films du Camélia, qui est la société du père et de son mari, Roland Chama. Et donc là, il y a un peu de sous qui viennent de France, mais là, pour le coup, je pense que celui-là, il l'a vraiment fait avec très peu de sous. Et donc, revenir vraiment au film en dehors de son côté plastique, qui est quand même très fort et qui a une grosse importance dans le film. Oui, c'est pour ça qu'on en parle autant d'ailleurs. Voilà. Le film en lui-même, je le trouve très émouvant, très fort en tout cas en termes d'émotion, parce que ce qu'il raconte quand même, c'est quand même un personnage qui est donc un jeune, mais comme tu as dit, il y a des côtés un peu autobiographiques. Au final, c'est ça qui est fort, c'est que c'est un jeune, mais on a l'impression qu'il a déjà plus de 60 ans, le personnage. Complètement. Il est mélancolique. Il y a un côté vieux dans le corps d'un jeune. Voilà, il a l'angoisse de la page blanche, comme s'il avait déjà fait des choses avant et qu'il n'arrive plus vraiment à trouver des idées comme ça pourrait arriver à quelqu'un de plus âgé. Il a un chagrin d'amour dont on devine, puisqu'on ne peut pas non plus être certain que c'est ça, mais il a un moment où il appelle au téléphone quelqu'un pour lui dire « Je peux utiliser une chanson que j'ai écrite pour toi ». On sent que c'était une chanson qui était très intime, quelqu'un avec qui il avait des rapports, parce que d'ailleurs la discussion
discussion est un peu à la fois gênée et en même temps tu sens qu'il y a des choses qui existent encore entre ces deux personnages. Puis on peut dire que la fin est séparable de... Je sais pas si on spoil la fin Non, ou pas. vas-y, tu peux, il n'y a pas de souci. Non, mais alors... C'est une scène très forte, pour moi, c'est Oui, voilà. C'est effectivement... Je parlais de... Vas-y, dis-le, Julie. Non, mais la fin, c'est un suicide symbolique. Ouais, voilà, c'est pas un vrai suicide, mais parce qu'il tourne un film et que dans son film, le personnage n'arrive pas à trouver vraiment de sens à sa vie, mais forcément c'est une projection par rapport au réalisateur. À la fin, il va dans l'eau et il disparaît dans l'eau, et très belle scène parce que effectivement là le flou a tout son intérêt. Tout est brouillé, tout devient flou, mais déjà entre l'écume qui est déjà quelque chose qui dans l'image, c'est-à-dire quand tu vois de l'écume il y a un côté un peu brouillé, alors en plus avec du flou, t'as quelque chose de très pictural et très fort, et l'évaporation du personnage principal dans l'eau, moi je trouve ça très fort. Voilà. Après non, mais pourquoi pas, on peut déjà être sorti du film à ce moment-là, ce n'est pas grave, ça arrive. Et moi je suis sorti du film au bout de 10 minutes, oui, mais j'y reviendrai juste après. Voilà, mais en tout cas cette scène est très belle et me rappelle beaucoup le film qu'il a tourné après, parce qu'aujourd'hui, je le disais à Julie, le problème de sortir des films Hong Sang-soo, c'est que c'est compliqué pour les distributeurs, puisque il faut à la fois que les films marchent entre guillemets avec tout ce que ça a de limité, parce que un film de Hong Sang-soo, quand on dit qu'il marche, c'est qu'il fait au moins 15 000 entrées, voilà. Vu l'économie du film, c'est pas aberrant. Et puis celui-ci, Morgan In Water, pour la ville de Paris, il est diffusé dans 2 salles. Je me plains pas. 2 salles, c'est déjà 2 salles. Voilà. Et donc sortir des films aujourd'hui, quand tu es distributeur, ouais, forcément, il y a des films qui sortent, mais pas forcément dans la chronologie de réalisation des films. C'est le cas de Walk Up, on l'avait déjà dit, je crois, dans l'épisode dans l'épisode où on a chroniqué Walk Up. Le film date de 2022. Entre-temps, il a fait d'autres films, et il nous arrive assez tardivement, notamment parce qu'il y a aussi l'enjeu des festivals. Quand un film d'Hong Sang-soo passe dans un festival, bah, on en parle un peu plus, donc du coup, il y a plus d'intérêt. C'est une fenêtre qui est jetée sur son... Enfin non, pardon, qui est ouverte sur son cinéma. Ce qui s'est passé avec de nos jours, par exemple, l'année dernière, le film était passé en la quinzaine, et il est sorti 2 mois après en salle. Et donc In Water, qui a été réalisé avant et qui est sorti, qui sort aujourd'hui, mais qui était au festival de Berlin 3 mois avant De nos jours à Cannes. Et donc du coup c'est assez marrant, parce que quand on voit ces 2 films, si on les voit vraiment de manière enchaînée, nous ça va parce qu'on a une bonne mémoire des 2 films, mais en tout cas moi c'est surtout que je crois que tu fais désormais, Morgan, figure de biographe non officiel de Hong Sang-soo. Quand on les voit côte à côte, c'est assez fort, parce qu'il y a plus ou moins la même scène de fin. Alors c'est pas la même scène dans le même décor, mais c'est 2 suicides symboliques, puisqu'il y a d'un côté le jeune qui part dans l'eau et qui disparaît, qui s'évapore, et de l'autre un vieil homme qui à la fois en fait un peu plus vieux qu'Hong Sang-soo. Cet acteur dont j'ai oublié le nom mais que j'aime beaucoup est plus vieux qu'Hong Sang-soo, donc c'est un peu le devenir d'Hong Sang-soo, et l'autre c'était le passé d'Hong Sang-soo, mais c'est 2 versions de la même personne, qui est donc Hong Sang-soo, qui doit affronter en fait la vieillesse et d'envisager de mourir, parce que il a été malade, notamment pendant le Covid, je crois, et il a vécu des choses assez difficiles. Il ne peut plus boire comme avant, etc. Et même quand on l'avait vu, on en avait parlé à notre épisode, mais là on peut le dire rapidement, Morgan, quand on l'avait vu à sa masterclass à la Cinémathèque, on voit que et c'est triste, mais que Hong Sang-soo pense tout simplement énormément à la mort oui, il l'avait dit. Et à la finitude de la vie en général, et de sa vie propre, et ça se voit dans son cinéma. Voilà, et donc du coup de nos jours, à la fin, c'était quelqu'un qui ne devait plus boire, mais qui du coup s'enfile une bouteille de Johnny Walker. Oui, avec des cigarettes. Voilà, et en plus il fume. Et donc mais je trouve encore plus fort In Water, parce que l'idée du jeune qui a encore toute sa vie, il est jeune, mais finalement il choisit alors c'est symbolique encore une fois, mais le film en lui-même, c'est là quoi. mais le film en soi se désintègre de lui-même, le film se termine, il n'y aura pas de suite. Donc du coup le personnage disparaît de la fiction, et disparaît du film, et disparaît de la fiction dans la fiction, et je trouve ça très fort, voilà. Oui, parce que je sais pas après qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ça, et c'est aussi pour ça que j'ai pas spécialement apprécié le film, c'est que finalement le cinéma de Hong Sang-soo, j'y suis pas réfractaire, mais pour moi il a des limites qui font que les seuls au final qui peuvent y adhérer, ce sont les gens comme toi, Morgane, qui sont vraiment fans, parce que... Ou les initiés, ouais, je pense que c'est ça que tu veux dire. Oui, voilà, c'est ça. Oui, fan, ça fait un peu méprisant, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, tu l'aimes aussi parce que tu es fan, enfin, on va pas s'en cacher. Et c'est pas grave en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que
C'est un cinéma dont je trouve que l'identité fait que si on n'est pas initié, c'est vraiment, vraiment dur. Enfin, c'est pour ça que je disais, je pense que ce film-là, je dis n'importe quoi, je le montre à quelqu'un dans la rue, à mes parents, enfin, peu importe qui. Je pense que c'est compliqué parce que, en fait, il y a quelque chose qui me dépasse encore plus ici, c'est que j'ai toujours du mal avec le cinéma qui se tient pas pour ce qu'il est en lui-même, mais finalement pour ce qu'il veut dire. Et c'est une partie que, par exemple, j'aime pas de manière plus générale avec l'art contemporain. C'est-à-dire que l'art contemporain dont, je vais dire quelque chose un peu méchant, mais l'art contemporain dont le résultat final est pas intéressant, mais c'est la manière, ça m'intéresse beaucoup moins que quand on a des œuvres finies. Et là, j'ai avec Hong Sang-soo, pour moi, il s'approche toujours de cette frontière-là avec son cinéma. Mais là, avec In Water, je trouve qu'il est en plein dedans. Pour moi, In Water, c'est un peu l'apogée de ce que fait Hong Sang-soo. Et c'est pour ça que j'y suis d'autant plus réfractaire. C'est que c'est un film qui, je trouve, dit plus de la côté et de ce qu'il est que ce qu'il dit en soi. Parce que, enfin, je veux dire, là, de la manière dont on en parle, pardon, mais ça a l'air d'être quelque chose de génial. Mais en vrai, ça reste un film avec... je vais être méchante, mais ça reste un film avec 3 dialogues, des échanges de propos anecdotiques, grosso modo, 3 scènes où on entend des bruits de mastication de bouche sur des choses qui finalement me dépassent. Et bon, un schéma en fait d'organisation des dialogues qui, pour moi, finit par quelque part atteindre ma patience vis-à-vis de son cinéma parce que je sais comment ça va se dérouler. Alors bon, là, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit avant, qu'au final, il n'arrive pas au point de tension. Donc là, j'ai été un petit peu surprise. Mais quelque part, le fait qu'il n'atteigne pas à ce fameux point de tension et qu'on reste dans une espèce de mélancolie noire et d'absence totale, on va dire, de perspective sur l'avenir, ça fait que je me suis vraiment ennuyée. Et ça a été compliqué à regarder pendant les 1h06 de film. Ouais, presque jusqu'au boutiste, le film, en fait, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça, moi, je reconnais que, du coup, le projet m'a pas plu. Parce que dans sa manière d'être mené... mais il y a aussi... Enfin, voilà, il y a aussi des moments où, comment dire, on voit des films de réalisateurs, de réalisatrices, et c'est même pas qu'on n'est pas dans l'humeur appropriée par rapport au film, c'est que ça va plus loin que ça. C'est que peu importe l'humeur qu'on a, c'est juste que notre humeur n'est pas calquée sur celle du cinéaste ou de la cinéaste. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai expérimenté avec In Water, c'est que j'ai trouvé que c'était un film très sombre, sous couvert d'anecdotique, c'est un film très sombre, et je suis pas du tout calquée dessus. Et voilà, j'ai pas envie de ça, en fait. Enfin, je le trouve intéressant à discuter et à tourner autour pendant, on va dire, la vingtaine de minutes, notamment qu'on fait là à Arrêt Caméra. Mais c'est pas un film, je veux dire, qui va me nourrir en matière d'art, en matière de cinéma. Mais j'en retiendrai son flou. Enfin, c'est vraiment, c'est ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'il soit flou. c'est terrible, mais... Ouais, mais tu vois, c'est quand même un geste esthétique qui est quand même indissociable du film, donc on peut pas leur retirer ça du film. C'est-à-dire que si le film on va dire si le film n'avait pas été flou, il aurait pas été bien, peut-être, mais le film il est tel ce qu'il est et il est flou et ça fait partie de l'identité du film en lui-même, donc on peut pas faire sans. Mais après je comprends, en fait le problème de Hong Sang-soo, c'est son cinéma joue avec l'anecdotique et on a l'impression que ce qu'on voit c'est des choses qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont aucune oui, qui sont dans l'anecdote en fait. Mais... Alors, contrairement aux apparences, il y a une chose que je suis obligée de reconnaître dans son cinéma, c'est que je trouve qu'il ne se répète pas. Même s'il en a l'air, je trouve qu'il se répète pas. Justement, là dans ce film, il y a un rapport très très fort à tout ce qui est le côté un peu fiduciaire, l'argent, le besoin d'argent pour vivre, les choix qu'on fait quand on a plus de 20 ans et qu'à l'avant on était il y a un personnage qui était avant réalisateur mais qui a arrêté parce qu'il faut qu'il gagne de l'argent donc il devient producteur. Et en fait c'est assez triste parce que du coup le personnage qui donne son argent pour le réalisateur qui donne tout son argent et tu te rends compte tout l'argent est utilisé par les autres parce qu'ils veulent manger des choses oui, des ramen, des biscuits, oui, des choses voilà. Comme ça on l'utilise un peu d'une certaine manière et puis en plus ces deux personnages se rapprochent, l'actrice et l'autre alors que lui il est profondément triste, mais après voilà je veux dire il est tel qu'il est parce qu'il n'arrive pas à sortir de sa mélancolie, mais voilà le film raconte quand même des choses malgré
son côté anecdotique, ce qui est quand même très fort. Et comme tu disais, c'est pas toujours les mêmes sujets dans chaque film. Enfin bon, je pense qu'on a fait le tour sur Rainwater. Pour le coup, on a quasiment fait une discussion qui est presque aussi longue que le film. On en a terminé avec ce 39e épisode d'Arrêt Caméra. Alors, je me retrouve, enfin, je dis je, mais on se retrouve, Morgane et moi, dans la même situation que pour les précédentes fois. Là, il va bientôt y avoir, enfin, quand je dis bientôt, Morgane, c'est fin juillet, il va y avoir les JO. On a commencé à regarder pour les plannings de films, etc. Ça va être compliqué. C'est-à-dire que là, juillet, j'ai l'impression qu'ils ont mis toutes les grosses sorties fin juin et que juillet, de nouveau, c'est pleine morte et morte pleine et qu'on va se retrouver avec peu de choses. Donc, je pense pas qu'on reviendra avec un épisode avant fin juillet, en fait. Alors, en fait, il y a quelques films, mais effectivement, c'est une période... alors, globalement, enfin, en général, l'été, c'est plutôt une période propice aux films de patrimoine. Et là, il y en a beaucoup. Oui, mais ça fait un peu vache maigre. Et à côté, effectivement, il y a genre 5-6 films de nouveautés. Peut-être, allez, 7-8, ça dépend les semaines. Mais on comprend, parce que pour les distributeurs, c'est difficile de se dire que les gens vont aller beaucoup au cinéma pendant une période où va y avoir des restrictions, notamment à Paris, qui est un endroit important pour certains types de films, notamment des films d'auteurs particuliers. Et donc on a beaucoup, en fait c'est assez étrange parce qu'on a les films de patrimoine d'un côté et quelques grosses sorties qui sont des gros machins, notamment Moi Moche et Méchant 4, Twister, la suite ou le remake, je sais plus, du film de Tornade. Alors justement, Twister, Morgane, on va essayer de le chroniquer, oui, je pense. Oui, parce qu'on aime bien Glenn Powell qui joue dedans. Et donc à côté, il y a des films comme Deadpool qui vont sortir. Donc voilà. Qu'on ne chroniquera pas, qu'on ne chroniquera pas, parce qu'on n'a pas envie de s'infliger ça. Déjà, l'abondance, c'est suffisant. Donc voilà, si on doit parler des films dont on va parler, certainement, il y aura It's the Night, je pense, de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, puisque oui, on l'a déjà vu. On l'a vu, on a en première dans les en-premières cannoises. Le film était à la quinzaine et qu'on l'a aimé, spoiler. Et donc la semaine d'avant, il y aurait peut-être le fameux Long Legs de Oz Perkins avec Maika Monroe et Nicolas Cage. Cage, ouais, qui joue un psychopathe et que c'est un film d'horreur, donc pourquoi pas. Peut-être aussi Only the River Flows de Chu Jun Wei. Mais là encore, tu vois, ce sont les films qui nous font envie. Mais concrètement, à part les cinéphiles, qui connaît, quoi? Oui, c'est ça. En plus, ce film Only the River Flows, il a été présenté à Cannes l'année dernière. Et il sort là, alors que... Donc Cannes édition 2023. Oui, voilà ça. Alors que voilà, c'est déjà produit, entre guillemets, périmé. Enfin, c'est pas méchant de dire ça. Enfin, c'est pas gentil de dire ça. Non, mais c'est un peu triste un an et demi après. Ça fait quand même un sacré délai, quoi. On le retrouve qu'elle est là parce que voilà, il fallait le sortir et c'est comme ça. Et voilà, fin juillet, par contre, ça reprend. Il y aura Maxine de Ty West qui faisait partie de mes films les plus attendus. Je sais plus ce qui... Ah oui, il y a un film qu'on a vu récemment aussi en festival aux Champs-Élysées, Comme le feu de Philippe Lesage. Donc ça, on en parlera. Donc ce sera certainement au programme des films de juillet. Donc restez... stay tuned, comme on dit, je sais pas comment le dire en français, mais restez à l'écoute, tu peux dire. Restez à l'écoute, voilà, c'est ça. On communiquera sur les films dont on parlera sur les réseaux sociaux. En tout cas, pour le 39e épisode, comme d'habitude, il y aura les timecodes pour chacun des films qu'on abordera. Et sinon, vous le savez, mais c'est le rappel que je fais à chaque fois, si vous voulez nous soutenir financièrement, tous les liens sont en description de chacun des épisodes, y compris pour le 39e épisode. D'ici là, on vous dit bonne écoute, il fait chaud, restez hydratés et votez Front Populaire. Votez Front Populaire.